Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. La droite a son candidat pour 2017. François Fillon a remporté hier haut la main la primaire. Plusieurs dossiers attendent à présent l'ancien Premier ministre avant de se lancer dans la course à l'Élysée. Il devra régler la question de la présidence du parti et constituer son équipe de campagne. Et parmi la garde rapprochée de François Fillon, de nombreux sénateurs soutiennent de la première heure. Quel a été leur rôle dans cette victoire? Quelle sera leur implication dans cette présidentielle? Qui pour rentrer au gouvernement en cas d'alternance? Le détail dans cette édition. Face à une droite rassemblée, la gauche au bord de l'implosion, François Hollande et Manuel Valls ont déjeuné en tête-à-tête. Une rencontre au goût amer après les propos du Premier ministre, mais qui écarte toute démission, assurant qu'il a le sens de l'État. L'analyse et le décryptage à suivre. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Oriane Mancini. Le multiplex, c'est tout de suite. Une séquence s'achève pour François Fillon après sa victoire à la primaire, mais une autre s'ouvre pour le nouvel homme fort de la droite. Il doit rapidement régler plusieurs dossiers, direction du parti, investiture aux législatives et composition de son équipe de campagne. Cécile Sixou. Sur le pavé, devant le QG de François Fillon, la campagne a laissé des traces. Au lendemain de sa victoire, son équipe est déjà au travail. Il faut se mettre en ordre de marche derrière le candidat et rassembler le parti. On a été concurrents, bien sûr. On a défendu chacun des positions, une vision de la France, mais maintenant on est dans un esprit de rassemblement. Ça a commencé hier avec cette poignée de main entre Alain Juppé et François Fillon, mais ça doit poursuivre avec une expression devant les parlementaires, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Demain, François Fillon se présentera devant les parlementaires LR avec une feuille de route précise. Il devrait annoncer si oui ou non Laurent Wauquiez garde les clés du parti, mais aussi la place qu'il accordera aux centristes. On ne peut gagner que rassembler, donc il y aura forcément des centristes. Moi j'ai fait partie de la commission d'investiture et il est clair qu'il y a 86 investitures qui sont un peu réservées et il faudra faire de la place pour tout le monde, pour que toutes les énergies soient rassemblées pour gagner la présidentielle. Ces rencontres, François Fillon les prépare avec son homme de l'ombre, Patrick Stefanini. Et c'est lui qui fait passer les entretiens. Ce matin, celui qui devrait être le futur directeur général du parti a reçu Daniel Fesquel, le trésorier des Républicains, un proche de Nicolas Sarkozy. À la sortie, Daniel Fesquel, peu loquace, a le sourire gêné. C'est pas à moi à commenter ce genre de rendez-vous. Voilà, il souhaitait rencontrer le trésorier national, c'est tout à fait normal. Voilà, et puis vous verrez bien pour la suite. François Fillon, lui, reste cloîtré dans son bureau à l'Assemblée. Il n'annoncera pas de gouvernement potentiel, mais donnera avant Noël une liste de ministres qui travailleront sur les réformes des 100 premiers jours. Alors le score est sans appel pour François Fillon avec 66,5% des suffrages contre son rival Alain Juppé qui obtient 33,5%. Le maire de Bordeaux, éliminé par KO, a tiré sa révérence et entend se consacrer à sa municipalité. Retour sur cette soirée électorale avec Mounir Soussi. Une poignée de main timide pour sceller la fin de la campagne. Devant la haute autorité, Alain Juppé et François Fillon sont venus poser pour la photo de famille, figure imposée et indispensable pour afficher l'unité retrouvée. À cet instant, François Fillon est déjà sur orbite pour la présidentielle. L'ancien Premier ministre a terminé sa campagne pied au plancher. Avec 66,5% des suffrages, le succès est sans appel. La victoire me revient. Et c'est une victoire de fond bâtie sur des convictions. Pas un électeur ne doit se sentir humilié ou mis à l'écart. Ce qui nous unit est tellement plus important que ce qui nous distingue. Une main tendue à ses anciens concurrents pour rassembler son camp et le mettre au plus vite en ordre de bataille. L'émotion de François Fillon tranche avec la déception d'Alain Juppé. Le favori annoncé s'est effondré en fin de campagne. Il n'a rassemblé que 33,5% des votants. La défaite est sévère pour le maire de Bordeaux qui perd, mais en gardant ses convictions. Je termine cette campagne comme je l'ai commencée, en homme libre, qui n'aura transigé ni avec ce qu'il est, ni avec ce qu'il pense. La tâche qui vous attend est exaltante. Vous avez de la chance. Je vous souhaite bonne chance et je souhaite par-dessus tout bonne chance à la France.
Avec ces mots, Alain Juppé s'éloigne de la scène politique nationale et laisse le champ libre à François Fillon. La lutte interne s'achève. Le combat présidentiel contre la gauche et le Front National ne fait que commencer. Et on commence notre multiplex avec Saveria Rojek qui nous attend en direct de la salle des conférences pour toutes les réactions à cette primaire de la droite. Vous êtes avec la sénatrice LR des Hauts-de-Seine, Isabelle Debré, soutien, on vient de le dire, de la première heure de François Fillon. Bonjour Isabelle Debré, on vient de vous voir sur les images, vous étiez hier soir avec François Fillon. Racontez-nous un peu comment avez-vous vécu cette soirée ? Comme toute soirée, lorsqu'on a gagné une élection, c'était une soirée effectivement très très sympathique, très gaie, et en même temps assez calme. Le candidat était très calme, François Fillon était calme, comme à son habitude de toutes les manières. Il est toujours calme, il est posé, il est serein et déterminé à faire triompher ses idées de toutes les manières. Quels sont les défis qui l'attendent aujourd'hui ? Alors, des défis, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est rassembler. Et ça, c'est vraiment, vraiment sa volonté, c'est rassembler toute notre famille politique. Alors, avec un score comme celui qu'il a obtenu, effectivement, ce sera peut-être un petit peu plus facile. Mais malgré tout, on ne gagnera que unis. Donc, il nous faut rassembler toute la famille politique. Alors, justement, le rassemblement, la première étape de cette réconciliation, c'était ce qu'on a vu, la poignée de main d'hier soir. La deuxième étape, maintenant, c'est le programme. Et là, est-ce qu'il ne va pas falloir recentrer le discours ? Recentrer, je ne dirais pas recentrer. Je dirais que François Fillon va faire comme il avait fait pour établir son programme. Il va continuer à aller au-devant des Français, à aller à l'écoute des Français. Et bien évidemment, il va affiner son programme de façon à réunir le maximum de personnes sur un programme bien précis, mais il ne déviera pas de ses convictions, ça j'en suis absolument certaine. Justement, comment faire pour parler à tous les Français, pas seulement à son propre camp? Comment convaincre les électeurs d'Alain Juppé? On ne gagne jamais qu'avec son camp. Il faut rassembler tous les Français, il faut rassembler tous les Français, quelle que soit l'élection sur laquelle vous vous présentez. C'est pareil pour les législatives. Donc il faut rassembler, il va peaufiner son programme, affiner son programme, étoffer son programme à l'écoute des Français. François Fillon a dit qu'il allait annoncer très rapidement qui allait l'accompagner. Ça pourrait être dès demain. Je sais que vous le voyez également demain. Votre nom circule parmi les possibles ministrables. Est-ce que vous confirmez? Ah non, je confirme strictement rien. Mais vous le voyez bien demain? Mais non, mais on le voit tous demain. En plus, il va y avoir tous les parlementaires. Non, je ne vois pas François Fillon demain. Et de toutes les manières, je vais vous dire, on en est pour l'instant à avoir gagné une primaire. François Fillon a gagné une primaire. Maintenant, il va essayer, bien évidemment, de gagner la présidentielle. Enfin, chaque chose en son temps. Il y a aucun bruit qui circule en ce qui me concerne. Pas du tout. Absolument pas. Un mot rapidement sur votre parti, les Républicains. Laurent Wauquiez devrait laisser sa place. Qui pour remplacer Laurent Wauquiez? Ça sera le choix de François Fillon. Effectivement, là aussi, vous allez me dire qu'il y a des noms qui circulent. J'attends le choix de François Fillon et le choix qu'il fera sera de toute façon le bon. Est-ce qu'aujourd'hui, François Fillon est le favori pour remporter l'élection présidentielle? Alors, je vais vous dire, vous vous souvenez, un favori, ça veut dire quoi? Si vous regardez Alain Juppé, il était le favori, il n'a pas gagné cette élection primaire, donc non, il n'y a pas de favori. Encore une fois, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une très forte dynamique en faveur de François Fillon. Maintenant, ce ne sont que les primaires, prudence. Que la prudence. Oui, bien sûr, prudence et en même temps détermination et volonté d'agir. Très bien. Merci beaucoup Isabelle Debré d'avoir répondu en direct à une question. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup Saveria pour cette première réaction. Tam Trani vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Tam. On vient d'entendre Isabelle Debré. On sait que les sénateurs ont joué un rôle de premier plan dans cette campagne, entièrement acquis à la cause de l'ancien Premier ministre qui lui-même a été sénateur. Qu'est-ce qui explique cette popularité? Oui, vous l'avez dit, François Fillon a d'ailleurs été sénateur pendant relativement peu de temps, de 2004 à 2007, mais il a gardé une grande popularité auprès de ses anciens collègues. Alors quand vous leur parlez, ils n'ont pas assez de mots pour dire ses qualités personnelles, la droiture, la discrétion, le sérieux, la détermination. Bon, jusqu'ici, rien de bien original, mais surtout les sénateurs se reconnaissent en François Fillon. D'abord parce que c'est un élu de province, un comble puisqu'il est aujourd'hui député de Paris, mais c'est vrai qu'il a fait l'essentiel de sa carrière politique en province, dans la Sarthe, son fief. Il a gravi tous les échelons locaux, a eu toutes les responsabilités, conseil général, conseil régional, ce qui séduit bien sûr les représentants du territoire. Ensuite, les sénateurs le voient comme l'incarnation de l'anti-bling-bling. Les médias le voyaient comme
ennuyeux, le voyait comme trop sérieux. Et bien tant mieux pour les sénateurs qui, je cite d'ailleurs Philippe Bas, n'aiment pas beaucoup les marchands de bonheur et les battleurs d'estrade. Et c'est un homme comme ça qu'il voit pour briguer la plus haute fonction. Un homme, je cite, capable d'incarner la fonction présidentielle comme elle doit l'être. Enfin, beaucoup se retrouvent dans son projet économique, mais surtout sur les valeurs qu'il a transmises pendant sa campagne, celui, par exemple, sur le rétablissement de la notion de famille. D'ailleurs, il en a encore parlé hier lors de son discours. Il a dit que les électeurs avaient trouvé en lui les valeurs françaises. Alors, quel poids les sénateurs ont-ils eu dans la primaire et comment ont-ils travaillé pendant cette campagne, Tam ? Déjà, eh bien, il y a la colonne vertébrale politique, l'axe Gérard Larcher, président du Sénat, et Bruno Retailleau, patron des sénateurs Les Républicains. Ce sont des soutiens de la première heure, très proches et qui n'ont jamais lâché leur champion, même quand il était au plus bas dans les sondages. Mais quand on y regarde de plus près, eh bien, sachez aussi qu'il y avait de nombreux sénateurs dans l'équipe de campagne de François Fillon. J'en ai compté 8, parmi lesquels Philippe Bas, président de la Commission des lois, François-Noël Buffet, Jean-Noël Cardou ou encore Gérard Longuet, avec chacun sa spécialité, sa spécificité. Jean-Noël Cardou, pour donner un exemple, c'était le référent chasse, pêche, mais aussi contrôle de la sécurité sociale. François-Noël Buffet ou bien encore Philippe Bas ont, eux, travaillé sur l'autorité de l'État. Bien sûr, chacun a mis la main à la pâte, a organisé des meetings sur le terrain. Puis au-delà de ce travail, chacun a apporté vraiment son poids politique, sa popularité. Philippe Bas, d'ailleurs, quand je l'ai interrogé, a rappelé que sur son département, eh bien, il y avait eu 2 points de plus pour François Fillon que sur la moyenne nationale, alors même que les 2 députés Les Républicains de sa circonscription appelaient à voter Alain Juppé. En toute modestie, il pense que son ancrage territorial n'y est pas pour rien. Oui, alors comment le Sénat va-t-il travailler à présent pour le candidat de la droite avant l'élection présidentielle ? Bien, il va y avoir plusieurs techniques. Déjà, au niveau des textes, il va y avoir l'opposition radicale, c'est ce qu'on va voir sur le projet de loi de finances mercredi, qui ne va même pas être débattu. Il y aura juste une discussion générale et puis il va être rejeté avant la discussion des articles. Il va y avoir la même technique sur les deuxièmes lectures du budget de la Sécurité sociale 2017 ou encore sur la loi égalité-citoyenneté, 2 textes importants. Mais le Sénat va aussi faire entendre sa voix sur des textes spécifiques, notamment sur des propositions de loi, notamment une qui fait le bilan de la loi NOTRe, une nouvelle organisation territoriale de la République. Un texte qui, selon la droite sénatoriale, nuit à la santé des territoires. Et puis, le Sénat va également travailler sur une prochaine loi pénale pour donner la vision de François Fillon, qui a promis d'investir, je le rappelle, 12 milliards d'euros supplémentaires dans la défense, la police et la justice. Puis, les sénateurs comptent peser au niveau des thématiques importantes dans ce débat. Certains pensent mettre la ruralité, un thème cher au Sénat, au cœur du débat. D'autres vont mettre l'accent sur les libertés publiques. Bref, chacun va y aller de sa proposition. Chacun va prêcher pour sa paroisse, m'a confié François-Noël Buffet. Merci beaucoup, Tam, pour votre analyse. Et si le projet de François Fillon a plu à l'électorat de droite, il faudra qu'il emporte l'adhésion de tous les Français. Pour cela, l'ancien Premier ministre peut-il faire des concessions sur ces mesures les plus polémiques, notamment dans le domaine de la santé? Élément de réponse avec Marie Brémaud. La constance, une des qualités les plus souvent mises en avant par la garde rapprochée de François Fillon, une qualité également martelée par le principal intéressé. Je ne dévie pas dans ma marche. Autre argument durant cette campagne des primaires, la radicalité du projet porté par l'ancien Premier ministre. Mais à l'heure du rassemblement, à l'heure où le candidat désigné par les militants doit désormais parler au plus grand nombre, François Fillon va-t-il infléchir ses positions, faire des compromis ? Inenvisageable pour Bruno Retailleau, un de ses plus proches soutiens. Il a un projet, il va le mener, il le présentera dans sa totalité. Mais le prétendant à l'Élysée pourra-t-il rester fidèle à ses convictions sur ces mesures qui font grincer des dents, y compris dans son propre camp? Des mesures parmi lesquelles le passage à 39 heures dans la fonction publique en 1 an, la suppression de 500 000 fonctionnaires, la prise en charge par la sécurité sociale uniquement en cas de maladie grave ou de longue durée. Et sur cette dernière proposition, les premiers doutes sont venus de sa garde rapprochée. Oui, je pense qu'il faut retravailler ce point de façon à ce qu'il soit probablement infléchi et en tout cas accepté par une majorité de nos compatriotes. Et aujourd'hui, c'est un point, si ce n'est le point qui mérite le plus de travail. Le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, réclame lui aussi une inflexion sur la future réforme de la sécurité sociale, une condition au ralliement du centre à François Fillon. On a largement parlé du succès populaire de cette primaire, près de 4,5 millions d'électeurs. Tous se sont acquittés de 2 € au premier et au second tour, une manne financière plus que bienvenue avant d'entamer la campagne. Flora Sauvage.
C'est l'heure des comptes. D'un point de vue financier, la primaire de la droite et du centre est une vraie réussite. Pour couvrir les frais d'organisation de la primaire, 2 € étaient demandés à chaque passage à l'urne. Avec 8,6 millions de votants, le parti Les Républicains récupère la bagatelle de 17,2 millions d'euros. Une somme confortable qui va permettre au parti de régler les factures, mais aussi de financer la campagne de François Fillon pour la présidentielle. Sachant que le coût d'organisation du scrutin est estimé entre 6 et 9 millions d'euros, il reste entre 6 et 8 millions d'euros qui vont aller directement au financement de la campagne de François Fillon. Ainsi, avec un plafond à 22,5 millions d'euros pour la campagne présidentielle, le candidat Les Républicains part avec une avance considérable sur ses futurs concurrents. Enfin, l'autre gagnant de cette primaire, c'est la Banque Postale par laquelle ont transité les fonds. Elle prend une commission de 8%, soit 750 000 euros. Et on continue notre multiplex puisque Saveria Rojek nous attend toujours en direct de la salle des conférences du Sénat. Et à votre micro, le sénateur centriste de l'heure, Hervé Maurey, c'est à vous. Bonjour Hervé Maurey. Bonjour. Vous aviez soutenu, on le sait, Bruno Le Maire qui s'est rallié à François Fillon. La question aujourd'hui, c'est comment réconcilier tous les électeurs de droite, mais aussi du centre, bien sûr, autour d'un programme qui reste encore aujourd'hui libéral. Écoutez, je crois qu'il faut d'abord souligner le succès de cette primaire qui a été bien au-delà de tout ce que tout le monde avait imaginé, et puis souligner l'importance de la victoire de François Fillon. Là aussi, c'est une victoire absolument écrasante que personne n'avait imaginée. Et donc, cette victoire, elle donne à François Fillon une légitimité tout à fait incontestable, et elle fixe à l'ensemble de celles et de ceux qui veulent la victoire de la droite et du centre en mai prochain, elle fixe un cadre. Donc moi, effectivement, j'ai soutenu Bruno Le Maire au premier tour parce que j'étais favorable à un vrai renouvellement de la vie politique française. J'ai soutenu François Fillon au second tour parce que je pensais et je pense que c'est lui qui est le plus à même de mettre en place les mesures fortes dont le pays a besoin pour se redresser. Et j'ai bien noté que François Fillon avait, aussi bien dans l'entre-deux tours que hier soir, annoncé sa volonté de travailler avec toutes celles et tous ceux qui souhaitent travailler avec lui et qui souhaitent se rallier et soutenir sa démarche. Alors Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI ce matin, disait vouloir proposer à François Fillon un projet législatif commun. Écoutez, François Fillon a fait des propositions pendant la campagne, des propositions, encore une fois, qui sont des propositions fortes, des propositions qui sont de nature, me semble-t-il, à redresser le pays. Et c'est pour ça qu'avec un certain nombre de centristes, je l'ai soutenu. Je crois que c'est sur la base de ces propositions que se constituera le contrat de majorité future. Et je crois que c'est à chaque responsable politique de savoir s'il peut se retrouver dans ces propositions. Jean-Christophe Lagarde a pris des positions très différentes. Vous savez que dans un premier temps, il a conduit l'UDI à se prononcer sur une non-participation à ses primaires. Ensuite, il a marqué sa sympathie pour Emmanuel Macron. Et puis au final, il a entraîné un certain nombre de membres de l'UDI, mais pas tous, et certainement pas l'UDI elle-même, dans le soutien à Alain Juppé. Donc aujourd'hui, il essaie, on le comprend très bien, de se raccrocher un petit peu aux branches. Mais la réalité, c'est celle-là. C'est que c'est François Fillon qui a été désigné pour être le candidat de la droite et du centre. Il a des propositions et c'est à chaque élu, à chaque responsable politique de savoir s'il peut se reconnaître dans ses propositions. Et Hervé Maurey, qu'est-ce que vous diriez à François Bayrou qui, ce matin, a encore dit qu'il s'interrogeait, que le programme de François Fillon posait de nombreuses questions? Eh bien, je lui dirais de continuer à s'interroger et de prendre ses responsabilités. C'est-à-dire ? C'est à lui de savoir ce qu'il veut faire. Voilà. Moi, je n'ai pas de conseil à donner à François Bayrou. On sait très bien que François Bayrou avait un candidat qui était Alain Juppé. On voit qu'aujourd'hui, il n'est pas très à l'aise face à ce choix. Il fait mine de s'interroger sur le fait de savoir s'il veut ou pas être candidat à l'élection présidentielle. C'est à lui de prendre ses responsabilités, et à lui seul. Néanmoins, quand on entend François Bayrou, quand on entend Jean-Christophe Lagarde, vous n'êtes pas inquiet des divisions de cette famille centriste ? Écoutez, la famille centriste a toujours été une famille où il y avait un certain nombre d'expressions plurielles. Il n'y a qu'à regarder, pas plus tard que cette primaire, certains ont soutenu Alain Juppé, d'autres ont soutenu Nicolas Sarkozy, d'autres enfin ont soutenu Bruno Le Maire. Donc c'est malheureusement un petit peu dans nos gènes de ne pas être très unis. Maintenant, ce qui compte, c'est de savoir quels sont celles et ceux qui sont prêts à se rassembler derrière la candidature de François Fillon et à être le pilier loyal
incarnant le centre dans la future majorité. C'est ça la question. Si certains ne se reconnaissent pas dans la proposition de François Fillon, si d'autres veulent faire une candidature qui risque de poser problème à l'ensemble de la droite et du centre, c'est leur responsabilité. Nous, clairement, au sein de l'UDI, le nouveau centre et les bâtisseurs, on souhaite constituer un pilier stable, loyal et cohérent pour soutenir le futur président de la République. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Hervé Moret d'avoir répondu à nos questions. Merci Saveria pour cette nouvelle réaction. Noura Hamadi nous a rejoint sur ce plateau, journaliste spécialiste des questions européennes pour Public Sénat. Bonjour Noura. Bonjour, comment l'élection de François Fillon a-t-elle été perçue dans la presse européenne, notamment en ce qui concerne la personnalité de l'ancien Premier ministre? Alors tous reviennent, la plupart des grands titres européens reviennent sur la personnalité de François Fillon, peu connu à l'étranger. El País par exemple, quotidien espagnol, fait une description plutôt peu avenante du candidat de la droite et du centre, le fils de notaire, élevé chez les jésuites, presque ennuyeux, sans sens de l'humour, très réservé, ce sont les mots de l'article. Un ado à l'image de ce que souhaitaient ses parents, en somme des bonnes notes, leader de boy scout, présent chaque semaine à la messe, pratiquant l'alpinisme. Une adolescence qui dénote avec sa passion bien connue pour les bolides et la course automobile. La description d'El País. La dimension identitaire revient aussi beaucoup dans la plupart des papiers de la presse étrangère, à l'instar du Guardian ou de la Libre Belgique, notamment le quotidien belge rappelle les positions anti-multiculturalisme de François Fillon, auteur du livre « Vaincre le totalitarisme islamique », écrit après les attentats de 2015. Il propose de déchoir de leur nationalité les Français qui s'engagent dans les rangs djihadistes, rappelle le quotidien. S'ils sont apatrides, cela n'en empêchera pas de dormir, a-t-il lancé, indifférent au droit international, selon le journal. Oui, les journaux européens reviennent également sur son programme économique, Noura. Effectivement, le Corriere della Sera, journal italien, analyse le triomphe de l'outsider, celui qu'il qualifie d'outsider. Avec ses manières sobres et rassurantes, il propose une révolution conservatrice et libérale, une remise en cause des fondements de l'État-providence avec la suppression de 500 000 emplois de fonctionnaires, 100 milliards d'euros d'économie, l'augmentation de 2 points de la TVA et une politique pro-entreprise qui ne sera forcément pas évidente à mettre en œuvre tant les Français sont attachés à leur modèle social. Le Guardian, de son côté, fait un petit peu ou prou la même analyse. Il présente François Fillon comme un catholique traditionnaliste provincial et fan de Margaret Thatcher. Mais son programme économique, selon le Guardian, est bien loin de celui de l'ancienne première ministre britannique. Il ne compte pas, par exemple, privatiser les entreprises dans lesquelles l'État français possède des participations. Mais le Guardian admet que c'est d'une droite radicalement libérale, en rupture avec les usages de la droite française. Beaucoup analysent également les enjeux de l'après-primaire. Effectivement, il faut lire Le Temps, un magnifique édito. Dans son éditorial, il pose les enjeux de cette après-primaire. Comment rassembler cette droite fracturée aujourd'hui, quand ce sont les plus âgés et les plus aisés qui ont donné leur voix à François Fillon. Selon l'éditorialiste, il devra démontrer qu'il peut rassembler tous les Français au-delà de son temps. C'est un public de droite traditionnelle qui a élu François Fillon. Quid des jeunes, quid des électeurs du centre et surtout quel positionnement adopter pour l'emporter face à celle que tous les sondages donnent déjà finaliste au second tour, Marine Le Pen, la présidente du Front National. On voit très bien qu'en fait, dans la plupart des titres européens, la question de qui pourra battre Marine Le Pen et éviter un scénario à la Trump est absolument centrale. Der Spiegel, notamment, en Allemagne. On sait que l'Allemagne a aussi des élections générales en septembre 2017 et que l'AfD risque de tailler un petit peu des croupières à la chancelière. Et Der Spiegel analyse aussi ce futur match potentiel. Le quotidien allemand indique qu'une partie du camp de Marine Le Pen pourrait rejoindre le camp François Fillon, car celui-ci a été mordre un petit peu sur les thématiques de la présidente du Front National. Son programme a mobilisé souvent des émotions semblables dans le contenu, dans le ton, la peur de l'infiltration étrangère, l'immigration, les menaces de la mondialisation ou de la perte d'identité. Cité donc par le Spiegel, nous ne sommes pas mis en ordre de bataille face à une victoire Fillon, admet Marion Maréchal Le Pen dans le quotidien, donc députée européenne et nièce de la leader du FN. Donc la question aussi des rapports avec Moscou est posée avec un possible infléchissement de la politique étrangère de la France. Mais c'est surtout le soir, le quotidien belge qui, dans un éditorial cinglant, pointe la victoire, le succès fulgurant de cette primaire de droite et en miroir, le camp de la gauche, en lambeaux. Christophe Berti écrit « Personne n'attendait Fillon et pourtant ce matin l'ex-monsieur Nobody apparaît comme le favori de l'élection présidentielle, balayant les deux hommes forts de la droite depuis 10 ans, Sarkozy et Juppé. » Et il réplique « Et la gauche dans tout ça, que dire, sinon qu'elle semble foncer droit dans le mur avec un pied sur l'accélérateur ».
Merci beaucoup Nora. Et justement, on va parler de la gauche puisque face à la droite rassemblée, la gauche apparaît plus fissurée que jamais. La tension est à son comble au sein du couple exécutif. Manuel Valls met la pression sur François Hollande. Il se dit prêt à reprendre le flambeau. Si les chefs de l'État venaient à renoncer à briguer un second mandat, c'est une situation intenable qui pourrait obliger Manuel Valls à démissionner. Démenti aujourd'hui de Matignon après un déjeuner à l'Élysée. Sandra Cerquera. Manuel Valls face à François Hollande pour un déjeuner d'explication de 2 heures, cordial selon l'Élysée. Juste après, le Premier ministre annonce refuser de démissionner. Il dit avoir le sens de l'État. Lui qui n'excluait pas de se présenter à la primaire de la gauche ce week-end. Un scénario impensable pour les proches de François Hollande. Il n'y aura pas de primaire entre le président de la République et le Premier ministre. Les choses doivent être dites et de manière claire. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas s'imaginer, sauf dans des esprits qui ont un peu tendance à confondre leur ressentiment personnel avec l'intérêt général. Pour Frédéric Espagnac, autre soutien du chef de l'État, Manuel Valls ne peut plus rester Premier ministre après les propos qu'il a tenus. Mais si je dois le faire sans langue de bois, j'aurais sans doute pris à sa place, mais ce n'est que mon opinion, une décision. Une décision de me séparer de mon Premier ministre. J'aurais pris une décision. À l'Élysée, on appelle à l'apaisement. L'entourage du chef de l'État dément les rumeurs d'un quelconque remaniement. Alors que la gauche est plus que désunie, au Parti socialiste aussi on tente de minimiser les tensions et on assure que la primaire aura lieu dans tous les cas. Le débat est possible, le débat est nécessaire même pour savoir qui est le mieux à même de représenter la gauche et la majorité du Parti socialiste dans cette primaire. Le débat oui, la crise institutionnelle non. Pour l'entourage de François Hollande, on a envie de croire que si Manuel Valls reste Premier ministre aujourd'hui, c'est qu'il ne sera pas candidat à la primaire de la gauche. Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mickaël, chroniqueur politique pour Public Sénat. On a vu ce déjeuner, la tension est à son comble et pourtant ce démenti de Manuel Valls, eh bien, pour lui, il n'y a pas de crise justement institutionnelle, il n'y en aura même jamais. Il n'y en aura même jamais, il ne peut pas y avoir de candidat à la primaire dans le contexte actuel, 2 candidats en tout cas à la primaire. Bon, voilà, c'est une façon de faire redescendre un tout petit peu la pression parce que la pression elle est montée très très haut hier. Donc on essaye de faire redescendre d'un cran. Ce qui a été sûr dans ce déjeuner, c'est que ça a été très clair. Le président de la République a dit soit tu restes et tu me soutiens, soit tu t'en vas et tu peux être candidat. Donc visiblement, on a la réponse. Est-ce que pour autant, Manuel Valls a mis un mouchoir sur ses ambitions et veut dire qu'il ne sera jamais candidat à cette primaire? Là, j'allais vous dire, il va falloir encore attendre un tout petit peu. Ça, on n'en est pas sûr du tout. Mais ça explique aussi pas mal de choses sur ce qui s'est passé depuis hier soir. Depuis l'élection aussi de François Fillon. On va en parler dans un instant. Mais depuis hier soir, il y a eu François Hollande qui est rentré d'un rendez-vous international à Madagascar, qui est rentré tard dans la nuit, et il a rencontré Stéphane Le Foll, son porte-parole, son fidèle, le ministre de l'Agriculture. Et là, c'était le temps aussi de l'explication. Parce que là, les proches de François Hollande lui ont dit ça ne peut plus continuer comme ça. On a entendu les proches à l'instant dans le reportage. Donc il faut être très clair. Il faut le convoquer et s'expliquer. Et tu dois aussi dire ce que tu veux. Là, visiblement, avec la réponse qu'on a eue de Stéphane Le Foll ce matin dans les médias, on a la réponse de François Hollande qui, visiblement, en tout cas, on peut garder encore un petit peu le conditionnel, sera certainement candidat à cette primaire. Reste évidemment à trouver quand. Mais ça, on va aussi parler dans un instant. Ce qu'il faut voir, au-delà de tout ce qui se passe à la tête de l'exécutif aujourd'hui, c'est qu'il faut essayer de comprendre les intérêts des uns et des autres. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Il y a une donne qui a tout changé hier soir, c'est l'élection de François Fillon. C'est le trou de souris inespéré de François Hollande qui vient d'arriver. Il y a donc encore un espoir pour la gauche de pouvoir gagner 2017. L'espoir, il existe, en tout cas pour celui qui peut être candidat, celui qui incarne aujourd'hui, ça pourrait être François Hollande. Même si c'est infime, ça existe. Donc pour les autres candidats, ça change quand même la donne. Ça change la donne pour le futur, ça change la donne pour 2022, la succession, l'après, la reconstruction en cas de défaite pour les candidats. Est-ce que le parti irait plutôt vers Arnaud Montebourg, plutôt vers Manuel Valls? Ça explique les guerres d'opposition que l'on a aujourd'hui entre Manuel Valls et François Hollande. Il faut toujours essayer de voir un petit peu plus loin. Quant à François Hollande, toujours maître des horloges, il décidera, on s'entend, quand est-ce qu'il veut se porter candidat. Il a jusqu'au 15 décembre. À l'Élysée, on est très clair, il n'y aura pas d'accélération du calendrier, même si on évoque de plus en plus une date qui serait celle de jeudi prochain, jeudi 1er décembre, avec un éventuel déplacement en Corrèze pour s'expliquer là aussi et pour donner son envie ou pas d'aller dans cette primaire. Tout ça reste au conditionnel, mais on nous dit
pas d'accélération. Il reste le maître du temps, maître des horloges. Et ce qui vient de se passer aujourd'hui est encore la preuve que François Hollande est président de la République. Merci beaucoup, Mickaël, pour votre analyse. Et on en parlait justement, un candidat à la primaire de la gauche en 2011, Manuel Valls se prépare depuis longtemps à une candidature à l'Élysée dans la continuité de son action. Retour tout de suite sur son parcours avec Audrey Vuettez. 6 juillet 2011, dans un cinéma parisien, Manuel Valls lance sa campagne pour la première primaire socialiste. Le maire d'Évry entre ainsi dans la cour des grands avec le costume d'outsider. L'ancien conseiller de Lionel Jospin et Michel Rocard représente l'aile droite du parti et n'hésite pas à jouer la carte du réalisme. Avec la concurrence que nous connaissons, est-ce que nous pouvons nous permettre d'être sur des idées des années 70, 80 et 90 ? Non, c'est ma marque. Il faut donc dépasser la question des 35 heures, au-delà des bénéfices. Il obtient finalement 5,63% des voix et se range derrière François Hollande. J'appelle à nous rassembler, à voter pour François Hollande, qui me paraît être un homme d'État. Il devient directeur de la communication de François Hollande et veille sur chaque détail. Pas un seul déplacement où il n'apparaisse aux côtés du candidat PS. Quand François Hollande arrive au pouvoir, Jean-Marc Ayrault devient Premier ministre et Manuel Valls obtient le ministère de l'Intérieur. Pendant 23 mois, il impose son style musclé, multiplie les visites de terrain et assume pleinement son rôle de premier flic de France. Des qualités qui le hissent finalement au poste de Premier ministre. Après la défaite du PS au municipal, François Hollande le choisit à la tête de son nouveau gouvernement de combat. Mais l'aile gauche de la gauche le fuit et critique sa politique économique et sociale. Le mouvement des parlementaires frondeurs voit le jour. Un véritable caillou dans la chaussure de Manuel Valls qui peine à trouver une majorité au sein de son propre camp. Par deux fois, il décide de passer en force en utilisant l'article 49.3 avec toujours le soutien de François Hollande. Mais ces dernières semaines, les liens s'étiolent au sein du couple exécutif. Manuel Valls pourrait en profiter pour reprendre sa liberté et se présenter contre François Hollande comme il y a 5 ans. Il est 17h, toujours en direct sur Public Sénat, édition spéciale à l'occasion de l'élection de François Fillon à la tête de la droite. Alors on va voir tout de suite son portrait, puisqu'on a dit de lui qu'il était le chantre d'une droite conservatrice et libérale, Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans. Et François Fillon est donc depuis hier le nouvel homme fort de la droite. Mais de quelle droite ? Avant d'en parler avec mes invités et d'analyser sa victoire, on voit tout de suite son portrait. Il est l'énorme surprise de cette primaire, celui que personne n'a vu venir. Depuis des mois et des mois, je trace mon sillon calmement, sérieusement, avec un projet précis et puissant. Une première place, comme une revanche, pour cet homme jusque-là considéré comme un éternel second. Tout commence pour lui en 1976. Il est alors assistant parlementaire de Joël Le Teul, député de la Sarthe. À la mort de son mentor, il assure sa succession. Je ne m'attendais pas du tout à être élu député à 27 ans. J'étais dans l'ombre de Joël Le Teul depuis 5 ans, puisque j'étais son collaborateur chargé des dossiers sarthois en particulier. Au début des années 90, il intègre le bureau national du RPR, une ascension rapide auprès de Philippe Séguin, ce gaulliste à la fibre sociale qui fera son éducation politique. François Fillon enchaîne les postes de ministre dans les gouvernements d'Édouard Balladur et de Jean-Pierre Raffarin, avant de se faire remercier par Jacques Chirac. Il décide alors de faire campagne pour Nicolas Sarkozy. Après la victoire de son champion en 2007, François Fillon est nommé Premier ministre. Il restera 5 ans à ce poste, un record de longévité. Mais il sera toujours dans l'ombre de l'hyper-président, qui le qualifie de collaborateur. Dès cette époque, le chef du gouvernement dresse un constat sévère de l'état de la France. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Après la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012, François Fillon affronte Jean-François Copé pour la présidence de l'UMP. L'élection interne tourne au psychodrame, le score est serré et les soupçons de triche se multiplient. Notre formation politique est dans l'incapacité de donner un résultat. C'est un dysfonctionnement majeur qui fait peser un doute très important sur cette élection. Jean-François Copé se déclare vainqueur le premier. En représailles, François Fillon fait dissidence et crée un nouveau groupe politique à l'Assemblée. Avant de rentrer dans le rang, obtenant au passage l'organisation d'une primaire ouverte en vue de la prochaine présidentielle. Quelques mois plus tard, il annonce sa candidature pour 2017, quoi qu'il arrive, et promet de casser la baraque. Promesse tenue.
Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Emmanuel Rivière, bonsoir. Vous êtes directeur France de Kantar Public. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Yves-Marie Cahn, bonsoir. Vous êtes directeur des études politiques d'ELAB. Merci d'avoir accepté notre invitation. Charles Consigny est également sur ce plateau. Bonsoir. Éditorialiste au Point. Et enfin, j'accueille Jacky Isabello. Bonsoir. Cofondateur de l'agence de communication Coriolink. On a vu François Fillon. Première question pour vous, Emmanuel Rivière. Avec cette image de catholique traditionnel, libéral, conservateur, vraiment anti-bling-bling. C'était autrefois, finalement, sa faiblesse. Il en a transformé cette image en une véritable force. Comment l'expliquez-vous ? Alors c'était autrefois à la fois une force et une faiblesse déjà, parce que pendant le quinquennat où il était le Premier ministre de Nicolas Sarkozy, les Français reconnaissaient à François Fillon justement cet anti-bling-bling qui avait la capacité de modérer le chef de l'État, y compris dans ses excès. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs François Fillon était sorti de Matignon plutôt en bon état, si je puis m'exprimer ainsi, par rapport à l'usure que présente normalement le pouvoir sur un Premier ministre en charge en plus pendant 5 ans. Et ce qui a le plus esquinté son image, c'est finalement ce que vous avez rappelé. Sa passe d'armes avec Jean-François Copé, où là, rentrer dans des querelles d'appareil aussi piteusement, avait été un petit peu dévastateur. Je pense que les Français sont d'ailleurs encore en train de le redécouvrir. C'est-à-dire que sans doute son sérieux, sans doute son calme, son côté posé, le fait qu'il ait par ailleurs un projet volontaristes ont été des atouts qui ont fait qu'à un moment tout a basculé, et Dieu sait si avec Yves-Marie on a vu ça se produire très rapidement, d'Alain Juppé vers François Fillon. Il se peut que ces dimensions qui sont apparues beaucoup dans l'entre-deux tours, son côté plus traditionnel, on l'accuse d'être réactionnaire, sont encore des éléments de découverte, de même que la teneur de son programme. François Fillon a eu un petit peu dans cette fin de parcours les avantages du favori sans avoir les inconvénients. Il est un favori maintenant très installé. Il va falloir maintenant tenir quelques mois avec ce statut-là. Yves-Marie Cahn, on a vu, c'est un véritable plébiscite pour François Fillon. On a rappelé les scores 66,5% contre 33,5% pour Alain Juppé. Plébiscité par la droite, mais quelle droite justement ? Oui, effectivement, c'est un résultat sans appel. En tout cas, il est incontestable et ça en fait un candidat pour la droite et du centre incontesté dans la perspective de l'élection présidentielle. Après, effectivement, lorsqu'on regarde le détail, les premiers éléments dont on dispose sur le profil des électeurs à la primaire, on voit bien que ce n'est pas la droite populaire qui est allée voter. C'est pas la droite des quartiers populaires ou des territoires les plus difficiles d'un point de vue économique et social. Ça reste la droite des inclus, donc c'est une droite plutôt patrimoniale, la droite des retraités, avec plutôt un niveau de vie plutôt confortable. Quand ce sont des actifs, ce sont plutôt des classes moyennes supérieures ou des cadres et professions intellectuelles supérieures. Et en revanche, effectivement, on voit que chez les ouvriers, le cœur des classes moyennes modestes, celles-ci se sont à la fois peu déplacées au premier ou au second tour de la primaire, et lorsqu'elles se sont déplacées, elles n'ont pas forcément voté pour François Fillon. Elles ont d'ailleurs même plutôt voté pour Nicolas Sarkozy au premier tour et n'ont pas apporté leur suffrage à l'ancien Premier ministre. Et donc l'enjeu aujourd'hui pour François Fillon, ça va être, avec un programme qui est effectivement étiqueté comme étant libéral sur le plan économique et conservateur sur le plan des valeurs, ça va être de trouver effectivement la ligne directrice qui lui permettra de parler à cette droite populaire qui n'a pas voté à la primaire, mais dont il a besoin pour constituer son socle électoral dans la perspective du premier tour de la présidentielle et puis surtout dans la perspective du second. Jacky Isabello, il devra pour cela infléchir sa ligne directrice ou au contraire garder son projet. Pourquoi infléchir notre projet ? C'est la gauche qui pousse à infléchir, c'est ce qu'on a pu entendre notamment dans la bouche d'Éric Ciotti par exemple. Écoutez, au risque d'être un peu à contre-courant, caricatural. Et contrairement à tout ce qui se dit depuis 2-3 jours, moi je ne pense pas que c'est le programme ou la ligne de François Fillon qui a fait sa victoire. C'est la forme qui s'est mise au service du fond. On est à la télé, vous savez très bien que la forme est essentielle. Et François Fillon, il a remporté plusieurs victoires. Derrière le type triste, derrière le type morne, le type qui est monocorde, qui peut s'énerver ou être joyeux avec le même timbre de voix, on a découvert un type qui, lors des débats, a fait preuve d'autorité. Ensuite, lors de l'émission politique sur France 2, il a été combatif. Rappelez-vous qu'il s'est quand même opposé à Elie de Motta. Martinez, à côté d'Elie de Motta, c'est une chochotte, pour reprendre encore un terme qui a été bien utilisé. Elie de Motta, c'est du sévère. Donc il l'a combattu. Après, il est passé chez Karine Le Marchand, et là, l'électorat féminin
s'est découvert, ou en tout cas a exulté. La passion féminine pour François Fillon, moi j'aimerais bien que les sondeurs me l'expliquent parce que je la vis depuis plusieurs mois, elle s'est véritablement révélée. Et puis lors du dernier débat, rappelez-vous une chose, quelqu'un a posé une question à Alain Juppé. Il a commencé à penser que c'était à lui de répondre. Juppé lui a dit « mais la question m'est posée à moi ». Il lui a dit « oui, mais c'est moi qui vais répondre ». Et il est parti. Ça, c'est des choses dans la forme qui, dans l'esprit des gens, provoquent des choses qui sont reptiliennes. Et ça, on ne l'a pas assez mesuré. Et ensuite, une fois que la forme a été révélée, le fond nous est apparu un programme de droite qui est assez classique et qui est même hallucinant. Dire que François Fillon est libéral, mais on y reviendra, c'est quand même hallucinant. Ouais. Charles Consigny, vous êtes d'accord avec cette analyse? On voit ce travail depuis 3 ans sur le terrain. Il le dit, cette victoire, je la dois aussi à mes convictions, ma fidélité à mes convictions. C'est comme ça que vous percevez cette victoire? Je pense qu'il y a une hégémonie culturelle de la gauche aujourd'hui sur le débat public en général et sur le débat politique en particulier. Je pense que la gauche irrigue par ces thèmes depuis très longtemps tous les plans du débat, qu'en gros les hommes de droite sont obligés par les médias à parler comme des gens de gauche sur tout un tas de sujets, et cette façon de faire est en rupture complète avec ce que pensent un certain nombre de gens, et notamment les gens qui ont voté à cette primaire, c'est-à-dire les électeurs de la droite classique. Et je crois que ce qu'ils ont aimé en François Fillon, c'est le fait qu'il ne cède, il n'accepte aucune des injonctions du système médiatique dans son ensemble. Il dit exactement ce qu'il pense. Or, ce qu'il pense, c'est le contraire de ce que pense Audrey Pulvar, si vous voulez. Et je crois que c'est ça qui a marché, tout simplement. Par ailleurs, le fait qu'il promette une rupture sans proposer des contreparties, en principe, un homme politique, quand il dit vous allez travailler 37 heures, payer 35, il dit mais en échange, vous aurez ceci, cela. Et lui, volontairement, il dit non, vous allez travailler 39 heures, payer 35, ou 37, payer 35, et puis il n'y aura rien en échange. C'est ça parce qu'il faut ça pour la France. Et bien ça, je crois que ça plaît beaucoup au peuple de droite parce qu'il attend la vraie rupture et il croit que c'est François Fillon qui va lui donner. Ouais, ça plaît au peuple de droite, Emmanuel Rivière, mais peut-être pas à l'ensemble de l'électorat, notamment ceux qui ont voté Alain Juppé. On voit bien que l'enjeu sera aussi ce rassemblement pour parler à tous les Français. Alors, oui, d'abord, il y a un premier enjeu de rassemblement qui va se faire, mais alors vraiment sans difficulté, c'est le rassemblement de la famille et des cadres des Républicains qui maintenant, donc, un intérêt, c'est voler au secours de la victoire, surtout quand cette victoire est aussi nette et qu'elle est portée par une forme d'engouement de la part de l'électorat, parce que c'est ça qui était frappant. Et dans la ligne de ce que vous venez de dire, il y a quelque chose qui s'est passé pendant les débats. François Fillon a tissé une relation avec les Français, ce que n'avait pas tissé Alain Juppé, qui était plus un recours face à Nicolas Sarkozy pour un certain nombre d'électeurs, alors que François Fillon a réussi. C'est ça la magie de la télé, et je crois que c'est ce qu'on a cessé de dire lorsque nous faisions des enquêtes avant que les débats ne commencent. Attention, la vraie bataille n'a pas commencé. Pour le rassemblement, alors je suis pas du tout d'accord, c'est intéressant. Je pense qu'au contraire, la gauche a perdu la bataille culturelle, y compris d'ailleurs dans sa capacité à ne pas le reconnaître, parce que les leaders de gauche, sur un certain nombre de thèmes, n'avancent maintenant les positions traditionnelles de la gauche, sur la diversité, sur la modernité, sur les questions, y compris éthiques, avec une grande timidité, parce qu'ils ont un peu perdu la main par rapport à ces enjeux-là. Et alors, le sujet sur lequel la gauche a aussi perdu la bataille culturelle, c'est la sécurité. Là-dessus, François Fillon, je crois, joue plutôt sur du velours. En revanche, là où le rassemblement, mais ça rejoint complètement ce que disait Yves-Marie, le rassemblement, l'élargissement va être plus compliqué, c'est sur la question des enjeux économiques et sociaux. Parce que ce que propose François Fillon, et c'est là où il y a peut-être un risque, sont des solutions qui vont demander un peu de patience. Libéraliser le marché du travail, réduire les déficits publics, ça va pas tout de suite créer des emplois. Et c'est ça le danger, c'est qu'il y a une grande impatience dans ce pays, une très grande impatience. La partie des électeurs qui sont exprimés hier sont prêts à passer par cet effort, d'autres ils sont peut-être moins disposés. Mais attention à la conjoncture jospinienne quand même, si je peux la résumer ainsi, c'est que depuis 2008, en gros, c'est la cata, on ne va pas revenir dessus, on n'a pas assez de temps. Maintenant, tout a été purgé, on le voit bien, les grands groupes du CAC 40 se sont mis en ordre de bataille. Ils regagnent de l'argent, à nouveau pour faire simple. Et peut-être que le prochain président de la République va rencontrer une situation économique qui va redémarrer, parce que ce que personne n'ose dire,
Et le prochain progrès politique, ça sera de dire ce que Lionel Jospin a dit à ses dépens, et que l'État ne peut pas tout, et fort heureusement aujourd'hui, et que s'il rencontre une situation favorable, eh ben, le pays va redémarrer, et les mesures qui sont celles qui seront portées avec un brin de lucidité économique, permettront aux entreprises de créer des emplois et puis à tout le monde de se porter merveilleusement bien, peut-être. Yves Marican, c'est intéressant ce qui vient d'être dit sur ce plateau, ce que vous pensez justement par rapport à la gauche, qu'elle va devoir aussi faire une campagne sur justement cette France des valeurs oubliées justement, qui ont peut-être permis l'élection de François Fillon hier. Oui, sans doute. Et sur la question de la bataille culturelle, il va de soi que la gauche, elle a perdu la bataille culturelle aujourd'hui. Alors ça ne dit rien de ce qu'il en sera à l'avenir. Mais enfin, il suffit de regarder l'agenda médiatique et politique depuis maintenant 3-4 ans pour voir qu'on est quand même plus sur des thématiques sur lesquelles la droite est le plus à l'aise, alors que la gauche est sur une ligne de crête et s'avère même sans boussole aujourd'hui. Mais en revanche, effectivement, l'enjeu pour la gauche comme pour la droite, quelles que soient d'ailleurs les élections, quel que soit le vainqueur en 2017, c'est de savoir comment parler à ces catégories de population qui ne se retrouvent de moins en moins dans le système politique traditionnel tel qu'on le connaît, avec ces clivages gauche-droite qui structurent beaucoup les choses en France, qui est reconstitué d'ailleurs par les modes de scrutin, mais qui en même temps se traduit par une défiance grandissante. On voit bien qu'un président de la République, au fur et à mesure du jeu de l'alternance, on a la période d'état de grâce qui est réduite à la portion congrue. François Hollande, il a basculé dans l'impopularité après à peine 4, 5, 6 mois au plus d'exercice de la fonction présidentielle. On est face à un président de la République qui... on a un président de la République qui n'a jamais connu d'aussi bas niveau de popularité. Sous la Ve République, c'est du jamais vu. Et la difficulté pour François Fillon, pour n'importe quel candidat qui gagnerait la présidentielle en 2017, c'est de trouver les mesures et le programme qui sera accepté par une majorité de Français. Parce que le programme de François Fillon aujourd'hui, il plaît effectivement au peuple de droite, mais au peuple de droite qui a voté à la primaire. Je ne suis pas à 4 millions de personnes, mais on ne gagne pas une élection présidentielle avec 4 millions de personnes, et on ne gouverne pas sur 5 ans avec le soutien de seulement 4 millions de personnes. Donc il va lui falloir faire au moins la pédagogie de son projet et de son programme, et puis sans doute aussi interviendra l'art du compromis, parce que gouverner, c'est aussi l'art du compromis. C'est tout l'enjeu effectivement de cette campagne à venir. Charles Consigny, comment doit-il faire François Fillon pour parler à tous les Français, puisque face à une gauche affaiblie, il apparaît clairement en position de force face au Front National? Non, mais il fait le pari d'une droitisation de toute la population. Quand je disais qu'il y avait une hégémonie culturelle de la gauche, parce que j'ai 2 sondeurs qui, tous les 2, se sont inscrits en faux contre cette affirmation. C'est peut-être plutôt bon signe. Ce qui, en effet, au regard des dernières élections, ça veut peut-être dire que je suis dans le vrai, si vous n'êtes pas d'accord. Je pense, si vous voulez, qu'il n'y avait aucun candidat avant François Fillon qui a pu, et je sais par exemple que ce reportage, en tout cas moi je connais beaucoup de gens qui ont voté Fillon à cause de ce reportage. France 2 l'a suivi, allant voir des cheminots, un cheminot qui avait pris sa retraite à 50 ans, d'autres qui étaient assez vindicatifs. Sur l'alignement des régimes spéciaux. Et il a été totalement intransigeant avec eux. Il leur a pas dit ah oui, votre métier est pénible, voire extrême inverse. Il était même un peu méprisant, enfin en tout cas assez dur. Et il y en a un, il lui dit mais alors vous vous rendez compte, si tout le monde part à 50 ans quand même à la retraite, notre pays va couler. Les autres, ils leur disent mais alors vous êtes pour l'égalité, mais vous n'acceptez pas que tout le monde ait le même régime de retraite. Bon, ça, je suis désolé, mais ça n'est jamais dit dans les médias, ça n'est pas dit par les commentateurs, ça n'est pas dit par les journalistes. On a quand même encore aujourd'hui une représentation médiatique qui ne représente pas ce que pensent les Français. Et je pense que ce qu'ils attendent notamment, c'est davantage d'égalité entre les gens du secteur public et les gens du secteur privé, parce qu'aujourd'hui, dans la mondialisation, les gens du secteur privé sont pris dans une insécurité qui est terrible. Ils peuvent se faire virer tout le temps, se faire délocaliser. On leur met sans cesse sous le nez le salaire des salariés chinois en leur disant, vous voyez, si vous continuez, nous, on va en Chine. Tandis que ceux du secteur public, eux, sont au contraire très protégés, voire, pensent beaucoup de Français, trop protégés. Et donc, je crois que la victoire de Fillon trouve là-dedans ses ferments. Alors, comment il peut faire Comment il peut faire pour aller au-delà? Comment il peut faire pour ne pas laisser à Marine Le Pen, par exemple, ou aux candidats de gauche, le monopole du modèle social français? Parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui sont attachés au modèle social, et on les comprend quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays. Il y a quand même des choses magnifiques en France qui ne sont pas défendu avec beaucoup d'ardeur par François Fillon.
Est-ce qu'il doit mettre de l'eau dans son vin? Moi, je pense pas. Je crois qu'il a plutôt intérêt à continuer un peu à la Trump, c'est-à-dire pas de concessions, pas de changement. Tout le monde critique, je m'en fiche, je continue comme je suis parti et j'essaye de rallier une majorité de gens là-dessus. À mon avis, dès l'instant où il va se recentrer, il va baisser. Vous êtes d'accord? Parce qu'on a peut-être perçu aussi une inflexion sur les questions de santé. Hein. C'était l'objet d'un reportage. Bernard Accoyer, qui était notre invité. La santé est sans doute le sujet le plus délicat. Voilà, ce matin, notamment eu égard au caractère un peu âgé de son électorat, parce que il y a à peu près 40% de l'électorat de François Fillon, qui sera assez peu concerné par les mesures de libération du monde du travail, par l'allongement de l'âge de départ à la retraite, tout simplement parce qu'ils y sont déjà à la retraite ou qu'ils vont y être dans les années à venir. Sur la santé, c'est un peu différent parce que précisément, ils sont plus exposés. Mais il y a quand même, je pense, une fenêtre de tir pour François Fillon, parce que ce pays est plus près qu'il ne l'a été dans le passé, à accepter qu'il y ait un moment d'effort et de sacrifice. Il estime par ailleurs que son système de protection sociale, tout en y étant très attaché, est menacé et s'interroge beaucoup. D'ailleurs, c'est une des fractures de ce pays dont on parle assez peu sur son fonctionnement et son bien fondé. En gros, il y a une obsession de ceux qui profitent, de ceux qui abusent. La question de l'assistanat est très très présente dans les études qualitatives que nous conduisons. Donc ça, c'est une thématique qui est importante et qui ouvre à cela. Mais la fenêtre de tir, elle peut se refermer assez vite et je pense qu'il y aura besoin de créer ce qu'on pourrait peut-être appeler ce choc de confiance. C'est comme ça que je résume ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire d'arriver à s'allier, au moins dans un premier temps, avec ceux qui créent de l'emploi et qui donc le redistribuent, pour arriver à enclencher ce qui restera quand même la pierre de touche de la réussite de son quinquennat, car il a déjà beaucoup parlé d'emploi. Il a déjà dit que son objectif, c'était de revenir au plein emploi. Donc, comme pour François, absolument. Et comme pour François Hollande, ce sera la promesse implicite ou explicite, que les Français attendront de lui. Vous parlez déjà de son quinquennat comme si il était élu président de la République. C'est vrai, c'est un lapsus. Et lui, il faut qu'il fasse attention à ça, parce qu'on a vu, dès qu'on parle de quelqu'un... Il y a une dynamique, mais c'est vrai qu'il est en campagne finalement déjà depuis 3 ans. Dès que les commentateurs parlent d'un candidat sur le ton de l'évidence, comme si de toute façon il allait gagner, etc., moi je crois que ça... Je dis pas ça pour les attaquer, mais je pense que ça a un effet... repoussoir sur les électeurs, parce qu'ils se disent voilà, eux ils ont décidé non, mais moi je vais faire autre chose. Je pense que là il a bénéficié de ça. C'est vrai que avec comme le disait Seguin, ça va le ramollir. Et d'ailleurs le grand risque de Fillon aujourd'hui, c'est en tout cas de la candidature Fillon, c'est qu'il a dessiné les 3-4 axes que la gauche et l'extrême gauche les deux vont pouvoir pilonner pendant 6 mois. Là, je ne sais pas si vous vous êtes amusé à écouter hier quelques-uns des porte-paroles et certains commentateurs qui ont été porte-parole et qui sont désormais membres du gouvernement. Le vocabulaire est guerrier, c'est-à-dire qu'on y va, on sort la Kalachnikov et l'ultralibéralisme, la santé et les 5 millions de fonctionnaires, c'est le drapeau est en train de sortir et on dit rejoignez-nous parce que Fillon est un atroce ultralibéral et à côté Trump, il est encore plus gentil qu'Elie Domota. Donc là, il va y avoir pendant 6 mois une campagne de harponnage de son programme et il va falloir qu'il le traite et assez intelligemment qu'il oublie totalement cette victoire. Et Marie-Canne, c'est vrai qu'il y a cette dynamique créée par la primaire, mais aussi il est déjà en campagne finalement depuis 3 ans, il l'a dit lui-même, François Fillon. Alors on voit bien la question de l'entourage de l'équipe de campagne, de la constitution d'une garde rapprochée qui va l'aider dans sa course jusqu'à l'Élysée. Là aussi on voit bien plusieurs courants qui s'affrontent avec la question de la présidence des Républicains, avec Laurent Wauquiez. Qu'est-ce qu'il doit faire selon vous ? L'enjeu pour François Fillon, c'est la réconciliation, en tout cas la réunification des différentes composantes qui se sont exprimées à l'occasion de cette primaire. Et donc c'est là aussi que va intervenir l'art du compromis, parce qu'il va falloir faire des compromis, peut-être pas sur des éléments programmatiques, mais au moins sur le choix des personnes. Il y a la présidence des Républicains, et puis il y a aussi les investitures aux élections législatives. Ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes pour tenir le parti, pour tenir une organisation qui va aussi l'aider à faire campagne présidentielle. Et puis au-delà de ça, effectivement, il y a un enjeu qui est aujourd'hui très important pour François Fillon, qui est de celui on va dire de réussir à surfer sur la dynamique de la primaire. Pour ça, il a son résultat
du second tour, qui est sans appel, une très forte participation. On est à plus de 4,3 millions de votants. C'est nettement plus que ce qu'avait enregistré le Parti socialiste il y a 5 ans. Donc ça, ce sont de vrais atouts, mais maintenant il va falloir l'entretenir le plus longtemps possible jusqu'au premier tour de l'élection présidentielle, parce qu'effectivement, personne n'est ici en mesure de faire des pronostics sur quel sera le résultat du premier tour de l'élection présidentielle. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une situation telle qu'on la mesure, notamment dans les enquêtes, qui montre qu'on a une gauche qui est en état de déliquescence et qui n'arriverait pas à avoir son représentant au second tour. Mais la campagne présidentielle, elle est devant nous. On est à 5 mois du premier tour. Beaucoup de choses peuvent arriver. L'offre d'ailleurs politique n'est pas clarifiée pour l'instant. Et donc, oui, François Fillon, il a de bonnes... Enfin, on va dire, par rapport aux éléments dont on dispose aujourd'hui, il fait figure de favori dans la perspective de l'élection présidentielle, mais il n'est en aucun cas gravé dans le marbre électoral et encore moins dans le marbre sondagier que François Fillon gagnera l'élection présidentielle. Ouais, on va parler, Emmanuel Rivière, effectivement, de la gauche émiettée en ce moment, atomisée. Peut-être aussi une question sur le centre, qu'on n'a pas beaucoup abordé dans ce débat. Est-ce que François Bayrou, ça peut être aussi un obstacle, ou est-ce qu'il va très vite régler cette question des accords avec les centristes, selon vous ? Alors, très honnêtement, je ne suis pas, moi, spécialiste des discussions et de ce qui se passe dans la tête de François Bayrou, parce qu'en fait, c'est ça l'important. C'est est-ce que François Bayrou a encore envie d'y aller ? Est-ce qu'il considère qu'il y a une ouverture avec François Fillon ? Les deux ont une relation qui permet qu'ils s'entendent et qui permet que François Bayrou, finalement, n'y aille pas, alors qu'il était très, très décidé qu'il irait si c'était Nicolas Sarkozy, très décidé qu'il n'irait pas et annoncé qu'il n'irait pas si c'était Alain Juppé. Là, la question peut se poser. Mais François Bayrou n'est pas tout le centre. Et puis, notamment cette composante du centre droit, qui est une des questions stratégiques, puisque pour exister dans cette campagne, alors qu'ils n'ont pas pris part aux primaires, les représentants de l'UDI, eh bien aujourd'hui, mettent sur la table un certain nombre de sujets qui sont des sujets de possibles dissensions et qui renvoient à la question effectivement des arrangements. Mais c'est aussi au centre que se passe tout ce qui en ce moment est en train de fragiliser notre système politique et peut favoriser sa recomposition. C'est pas simplement la fracture de la gauche, parce que effectivement, on ne lira rien dans le marbre ou le marc de café sondagier. Dans le marbre électoral, la logique, si notre système politique fonctionnait comme il a fonctionné au cours des dernières décennies, ce serait que ce soit le tour de la droite et que ce soit le candidat issu d'une primaire qu'il a porté aussi triomphalement comme candidat qui l'emporte. Simplement, notre marbre est une pierre qui est en train de se fissurer. Il y a tout un tas d'éléments de fragilisation dans le rejet du système politique actuel qui fait qu'effectivement on ne peut rien dire. Charles Consigny, un mot sur la gauche aujourd'hui. On voit bien que cette crise institutionnelle a son plus haut niveau. Manuel Valls, après un déjeuner, dit qu'il n'y a pas justement de crise institutionnelle et il écarte toute démission. Non, mais ça vous laisse songeur. La gauche, après, si un autre candidat que François Hollande se présente, peut-être qu'elle peut... Moi, je crois que là, malheureusement pour eux, les sortants... plus personne n'en veut. C'est-à-dire que, en fait, les gens, c'est pas forcément à cause d'eux, à cause de leur bilan, etc. C'est que ce sont des marques démonétisées. La marque Sarkozy était malheureusement pour lui une marque complètement démonétisée. Plus personne n'en voulait. Vous prédisez le même sort à François Hollande s'il... Je pense que la marque Hollande, je pense que les gens veulent changer. Je vois pas comment il peut y avoir une participation pareille à une primaire sans que ça traduise une véritable envie de changement. Alors après, est-ce que Manuel Valls peut incarner le changement alors qu'il est Premier ministre depuis 5 ans ? Pourquoi pas, puisque François Fillon l'a fait alors qu'il était le Premier ministre de Sarkozy. Donc tout est possible. Moi, j'ai eu 5 ans quand même de... Alors il y a eu 5 ans de battements qui ont permis à leur chemin de se séparer. Je crois que la candidate qui est sous-estimée aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. Je pense enfin, elle n'est pas sous-estimée, mais on en parle moins parce qu'il y a les autres, etc. Et je crois que Marine Le Pen est tout à fait aujourd'hui en position de gagner la prochaine élection. Ouais. Et donc, je pense que les acteurs politiques actuels feraient bien de s'en préoccuper, de trouver des vrais moyens. Alors, est-ce que Fillon, avec son discours sur les valeurs, son discours radical, etc., est-ce que ça va suffire à garder suffisamment d'électeurs de Marine Le Pen pour l'affaiblir ou pas? Je ne sais pas, parce qu'elle défend aussi beaucoup le modèle social français. Et donc, il y a... Les frontières, le protectionnisme, c'est ce qu'on a pu entendre ce matin. Messieurs le savent mieux que moi, mais son électorat, c'est pas que un électorat de droite, en réalité, aujourd'hui. C'est un électorat ouvrier, c'est beaucoup plus large que ça. Je pense que le vrai match, c'est plutôt Marine Le Pen-Fillon que qui que ce soit à gauche contre Fillon. Yves Marican, justement, est-ce qu'il y a eu...
des électeurs du Front National qui se sont rendus aux urnes hier. Est-ce que vous avez quelques éléments à nous communiquer ? Oui, on en retrouve dans les différentes enquêtes qui ont été réalisées auprès des électeurs, tant au premier qu'au second tour de la primaire, montrent qu'il y a une proportion d'électeurs du Front National qui s'est déplacée, mais qui est minoritaire parmi les votants. C'est pas elle qui change la donne, mais en revanche, effectivement, il se pose quand même la question qu'évoquait Charles à l'instant, c'est effectivement, est-ce que la candidature de François Fillon change la donne ou pas pour Marine Le Pen ? On entend beaucoup dire ces derniers temps que finalement, la candidature de François Fillon pourrait être de nature à prendre des voix à Marine Le Pen. Moi, a priori, je ne suis pas très convaincu par le sujet. Tout dépendra en fait sur quelle thématique clé se jouera la campagne présidentielle. Si ça se joue effectivement sur la question des valeurs, la question du régalien, il y a de fortes chances effectivement pour que François Fillon dispose là d'atouts qui soient déterminants pour gagner des points face à Marine Le Pen. Mais si ça se fait sur les terrains des thématiques économiques et sociales, et notamment sur le rapport à la mondialisation, l'avenir de notre modèle social, la question de la protection sociale et de la santé, le temps de travail, là je suis désolé, mais je ne vois pas pour l'instant en quoi les éléments de programmatique mis en avant par François Fillon dans cette campagne entrent en résonance avec les préoccupations de l'électorat populaire du Front National, qui est majoritaire parmi les électeurs du Front National, mais ça ne concerne pas que le Front National. Aujourd'hui, sur 100 électeurs, toutes familles politiques confondues, les catégories populaires, c'est quasiment la moitié de ces électeurs. Donc, de toute façon, l'enjeu pour l'ensemble des candidats, c'est de trouver les moyens de parler à cet électorat-là, et pas seulement à ceux qui sont inclus, à ceux qui bénéficient de la mondialisation, qui sont très politisés, vont voter régulièrement aux élections. C'est comment parler aux catégories populaires et comment capter une partie de leur vote pour se constituer une majorité politique, une majorité de projets. Et d'où la stratégie électorale. François Fillon a fait, avec Patrick Stefanini, un combat formidable. Il a pris à Alain Juppé, un homme de terrain qui a quasiment tout gagné dans sa carrière, qui a les fondements de la machine RPR, et ça s'est vu aujourd'hui. Au moment où il y aurait fallu faire basculer un petit peu les discours, Alain Juppé et ses entourages se sont cantonnés sur cette thématique qui l'a sans doute fait perdre, et François Fillon, lui, il a su capter certains éléments de cette droite dure, comme on l'appelle, qu'il a fait véritablement gagner. Mais en mai 2017, ça va être une espèce, pardon de l'anglicisme, de MeToo product par rapport à ce que Marine Le Pen travaille depuis très longtemps. Et le pont que Kaufmann explique bien dans son dernier bouquin sur le nouveau FN, de faire ce pont entre l'extrême droite et toute cette extrême gauche, elle a des réserves de voix qui sont assez formidables. Emmanuel Rivière, on arrive bientôt au terme de ce débat. Je vous donne la parole, Charles Consigny. Allez-y. Oui, mais l'électorat Front National n'est pas monolithique. Et effectivement, entre cet électorat plus traditionnaliste, plus aisé, du Sud-Est, pour caricaturer, parce qu'il faut aller vite, la ligne un peu Marion Maréchal, qui effectivement pourrait être un peu entamée sur la question des valeurs. Et l'électorat du Nord et du Nord-Est, qui est plus dans la hantise du déclassement et qui est sociologiquement beaucoup plus fragilisé, c'est pas le même discours. Et effectivement, si la ligne du débat et cet affrontement qui, à l'heure actuelle, le plus probable, de second tour entre Marine Le Pen et François Fillon, si c'était lui, les opposait sur les questions sociales et de la politique sociale, là, ce serait plus compliqué sans doute. Oui. Vous voulez intervenir? Non, je veux juste dire une petite chose. Il faut que François Fillon travaille sa sympathie. François Fillon est un homme qui, pour l'instant, est extrêmement antipathique. Or, Marine Le Pen est une personne qui est extrêmement sympathique aux yeux de la population. Elle a un côté bonne copine, gouailleuse, avec qui on va boire un coup le soir, etc., qui parle franchement. Fillon est un homme distant, qui a très rarement un mot pour les personnes faibles. Bon. Donc, il va vraiment falloir, à mon avis, qu'il travaille là-dessus, parce que moi, je ne pense pas qu'on puisse gagner une élection comme celle-là sans être un tout petit peu sympathique. Ce qu'avait compris Alain Juppé. Merci, Jacques Juppé, à mon avis, faisait un meilleur candidat pour la droite. Mais bon. Voilà, écoutez, ça s'est pas vu dans les urnes hier. Merci Jacques Isabello, merci Charles Consigny, merci Emmanuel Rivière, merci Yves-Marie Cahn. On va d'ailleurs retrouver Oriane Mancini qui nous attend devant le siège du QG de François Fillon. On a vu aujourd'hui le défilé de son entourage, puisqu'on le sait que François Fillon doit présenter un organigramme pour le parti, mais aussi pour la constitution de son équipe de campagne.
Et oui Delphine, François Fillon qui n'est actuellement pas à son QG, mais vous le disiez, 3 défis l'attendent et vous en parliez, le premier est de constituer son équipe de campagne. Alors une grande place devrait bien sûr être accordée à ceux qui lui ont été fidèles depuis le début, à commencer par Gérard Larcher ou encore Bruno Retailleau, mais François Fillon devra élargir le cercle. Alors ça ne devrait pas être compliqué d'intégrer certains sarkozystes comme Éric Woerth, Luc Châtel ou certaines personnalités comme Bruno Le Maire qui s'est affiché en meeting avec lui. Quid en revanche de personnalités comme Valérie Pécresse, une proche de François Fillon qui a choisi de rallier le camp Juppé durant cette campagne, ou encore de personnalités comme Xavier Bertrand donné comme premier ministrable. Alors sur cette question, le suspense devrait être de courte durée puisque François Fillon, durant sa campagne, s'est engagé à annoncer très rapidement le nom de ses principaux ministres afin qu'ils puissent se préparer à gouverner. Un gouvernement resserré qui sera composé d'une quinzaine de membres. Les places, Delphine, seront donc très chères. Justement, Oriane, quels sont les 2 autres grands défis qui attendent François Fillon ? Eh bien, l'autre défi, c'est de régler la question de la présidence du parti. Actuellement, c'est le sarkozyste Laurent Wauquiez qui est le président par intérim des Républicains. Une place qu'il compte bien garder. Mais c'est désormais à François Fillon de trancher puisque, selon les statuts, c'est le vainqueur de la primaire qui a le choix du président du parti. Alors, certains de ses proches, comme Bernard Debré, l'appellent à écarter Laurent Wauquiez. Mais cela pourrait bien écorner l'image de réconciliation et de rassemblement qu'il entend donner dans ces prochains jours. La décision devrait cependant intervenir très rapidement puisqu'un bureau politique important a lieu demain au siège du parti. Et puis le troisième défi, c'est celui de l'investiture aux législatives. Alors beaucoup de circonscriptions ont déjà été pourvues avant la primaire. Il en reste 79 à pourvoir et François Fillon a tendu la main aux centristes. Ils ont toute leur place. Il y aura une marge de négociation autour de mon projet, a-t-il dit. Une main tendue accueillie favorablement par le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui souhaite engager avec lui une discussion sur un projet législatif commun. Vous le voyez, Delphine, sur ces 3 défis, l'impératif pour François Fillon est de maintenir le rassemblement qui a prévalu hier soir et surtout de l'amplifier pour se donner toutes les chances de l'emporter en mai prochain. Merci beaucoup, Oriane Mancini. Alors, la droite rassemblée, la gauche fissurée. La tension est à son comble au sein du couple exécutif. Manuel Valls met la pression sur François Hollande et dit se préparer à reprendre le flambeau si le chef de l'État venait à renoncer à briguer un second mandat. Une situation intenable qui pourrait obliger Manuel Valls à démissionner. Une option écartée aujourd'hui après un dîner à l'Elysée. Sandra Cerquera. Manuel Valls face à François Hollande pour un déjeuner d'explication de 2 heures. Cordial selon l'Elysée. Juste après, le Premier ministre annonce refuser de démissionner. Il dit avoir le sens de l'État. Lui qui n'excluait pas de se présenter à la primaire de la gauche ce week-end. Un scénario impensable pour les proches de François Hollande. Il n'y aura pas de primaire entre le président de la République et le Premier ministre. Les choses doivent être dites et de manière claire. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas s'imaginer. Sauf dans les esprits qui ont un peu tendance à confondre leur ressentiment personnel avec l'intérêt général. Pour Frédéric Espagnac, autre soutien du chef de l'État, Manuel Valls ne peut plus rester Premier ministre après les propos qu'il a tenus. Mais si je dois le faire sans langue de bois, j'aurais sans doute pris à sa place, mais ce n'est que mon opinion, une décision. Une décision de me séparer de mon Premier ministre. J'aurais pris une décision. À l'Élysée, on appelle à l'apaisement. L'entourage du chef de l'État dément les rumeurs d'un quelconque remaniement. Alors que la gauche est plus que désunie, au Parti socialiste aussi on tente de minimiser les tensions et on assure que la primaire aura lieu dans tous les cas. Le débat est possible, le débat est nécessaire, même pour savoir qui est le mieux à même de représenter la gauche et la majorité du Parti socialiste dans cette primaire. Le débat oui, la crise institutionnelle non. Pour l'entourage de François Hollande, on a envie de croire que si Manuel Valls reste Premier ministre aujourd'hui, c'est qu'il ne sera pas candidat à la primaire de la gauche.
Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mickaël. Alors on voit bien les éléments de langage qui se dessinent au sein du Parti socialiste à gauche. Il n'y aura jamais de crise institutionnelle, ça a été rappelé par Christophe Borgel, mais aussi par Matignon dans un communiqué. Après le déjeuner entre Manuel Valls et François Hollande, on a un petit peu de mal à y croire. Oui, c'est vrai, ça peut ressembler à un pas en arrière. On essaye en tout cas de faire redescendre un petit peu la pression parce que depuis hier, c'était monté en gamme très très fort. Alors c'est vrai qu'il y a eu ce déjeuner pendant 2h30. Ils se sont dit les choses certainement entre quatre yeux, ça c'est sûr et certain. Il y avait des éléments qui sont venus un petit peu de Matignon et aussi de l'Élysée, parce que chacun y est allé un petit peu de ses déclarations aujourd'hui. Moi, ce qu'on me dit, c'est que François Hollande a très clairement mis les choses sur la table. Et François Hollande a parlé à Manuel Valls, qui Manuel Valls a aussi dit ses vérités. François Hollande, c'est un peu « Ok, tu peux partir, tu peux être candidat, mais dans ces cas-là, tu démissionnes, soit tu restes, et tu me soutiens ». Ça, on imagine que là, Manuel Valls a dû aussi prendre cette déclaration pour lui. Et Manuel Valls, le but du jeu pour Manuel Valls, c'était de montrer également qu'il était responsable. Et donc, il ne pouvait pas partir comme cela pour partir en guerre, finalement, contre François Hollande. Alors, il y a eu ce coup de pression qui est monté très, très fort. Ce coup de pression, il était organisé. Parce que derrière tout cela se cache aussi un objectif qui est 2017, certes, mais c'est aussi l'après, c'est 2022. N'oublions pas qu'il y a la reconstruction. Si jamais il y avait une défaite de la gauche, il y a toute une idée de reconstruction à faire derrière. Reconstruction pour ceux qui auront été candidats à la primaire, mais pas que. On imagine qu'un Arnaud Montebourg et Manuel Valls aussi auront leur mot à dire dans plus tard. Il y a eu hier soir une rencontre très importante à l'Élysée qui a peut-être déclenché un petit peu tout cela. Après l'interview de Manuel Valls, c'est une rencontre entre le président de la République et Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll a été allé voir le président de la République pour lui dire « Bon alors, on fait quoi maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer ?» Et à partir de là, ce matin, on a entendu, et dans le reportage, on vient d'entendre la déclaration de Stéphane Le Foll qui était très claire. C'était le bazooka, c'était la déclaration « Est-ce qu'il y avait une démission ou pas du Premier ministre ?» La question était là, fallait-il le faire démissionner ? À partir de ce moment-là, le déjeuner ne pouvait aboutir que sur une solution qui aurait été à terme cette démission. Il n'en est pas question aujourd'hui. Manuel Valls a joué la responsabilité. Et la donne a changé aussi, Mickaël, avec l'élection de François Fillon. Oui, absolument. François Fillon, élu hier soir à la tête de la droite pour la primaire, c'est un vrai changement pour François Hollande. Pour François Hollande, c'est un peu le trou de souris inespéré qui devait avoir lieu, cette espèce d'éclaircie qui devait avoir lieu pour lui. Elle est arrivée, parce que là, il y a les programmes contre programmes, un programme de droite qui est un vrai programme de droite, et il y aura un bilan de la gauche que François Hollande, si jamais il est candidat, voudra mettre en avant. Et là, c'est peut-être l'occasion ou jamais pour François Hollande d'espérer, en tout cas, pouvoir gagner en 2017. Ça reste encore évidemment un infime espoir à gauche, on ne se le cache pas, et ça change aussi beaucoup la donne pour Manuel Valls, pour Arnaud Montebourg et pour les autres, car derrière, ça sera tout l'objet de la reconstruction, comme je vous le disais. Merci beaucoup, Mickaël Zamès, pour toutes ces précisions. On continue notre multiplex, puisque Saveria Rojek nous attend en direct de la salle des conférences avec le sénateur Jérôme Mignon. Jérôme Mignon, bonjour. Bonjour. Avant de parler bien sûr des primaires de la droite et du centre et de la victoire de François Fillon, hier, un mot, une réaction, un sentiment face à ce qui se passe à gauche et surtout à la tête de l'État aujourd'hui. Ce qui est difficile, c'est de commenter ce qui est incommentable. On est en état d'urgence, nos soldats sont en guerre sur de nombreux fronts, il y a 5 millions de chômeurs. Donc on a les bras qui tombent quand on voit que les parents se disputent devant leurs enfants. Alors pour en revenir à la primaire de la droite, à la victoire, au plébiscite de François Fillon, est-ce que vous pensez que François Fillon va devoir infléchir son programme ou au contraire, est-ce qu'il doit rester sur une ligne droite, ultralibérale ? Ça lui appartient. Traditionnellement, quand on dit qu'on a gagné et qu'on souhaite ouvrir, élargir son champ, on fait quelques pas vers ceux qu'on souhaite faire regagner la maison. Donc l'idée traditionnelle, ça serait plutôt ça. En même temps, il faut être extrêmement prudent, parce que si l'élargissement est légitime, de la part de ceux qui vont rejoindre, en tout cas cette requête est légitime, il y a aussi ceux qui ont voté, et ils ont voté de façon assez déterminée et assez claire pour que ça soit la ligne de François Fillon qui soit retenue. Donc c'est à lui d'apprécier, évidemment, comme
celui qui rallie sans équivoque François Fillon, je souhaiterais qu'un certain nombre de sujets soient traités, en tout cas discutés, mais en même temps, voilà, il y a une limite qui est celle de ceux qui l'ont élu. Alors sur quel point précisément pensez-vous qu'il faut recentrer le programme, la réduction du nombre de fonctionnaires, la réforme de la santé, on en a beaucoup parlé? C'est-à-dire qu'il y a sur ces sujets-là, il y a des marges, probablement à la fois d'action et de discussion. Pour vous, ce qui est proposé aujourd'hui n'est pas acceptable ? Pas acceptable. Si je rallie François Fillon sans condition aujourd'hui, ça n'empêche pas de discuter. Ça n'empêche pas de discuter quand la discussion va avoir lieu. Il y a des sujets, vous savez, entre le dire et le faire en politique, il y a toujours une marge énorme. Donc pour que le dire devienne faisable, il faut se donner les moyens que ça soit faisable. Et la stratégie d'Alain Juppé était plus d'ouverture pour plus d'acceptabilité par nos compatriotes d'un certain nombre de réformes qui sont nécessaires, mais après c'est le problème de méthode pour y arriver. Et on a bien vu souvent dans notre pays que ce qui était nécessaire n'était pas toujours réalisé par défaut, soit de préparation, soit par un peu de brutalité. Et donc c'est ça qui m'inquiète, que sur le fond, il y a des choses qui sont très pertinentes. Encore que sur l'assurance, moi, sur la santé, je suis assez attaché, comme vieux gaulliste, à ce qui avait été décidé par le Conseil national de la résistance. Donc je suis assez prudent et même très prudent sur les pertes de droits, notamment pour les petits salaires, les petites retraites. Alors il y a d'autres thèmes qui ont été complètement absents de la campagne. L'Europe, la décentralisation ou l'environnement, un thème que vous connaissez bien. Est-ce que vous le regrettez ? Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout dire dans les primaires. En plus, ils n'étaient pas tellement maîtres de leur ordre du jour, puisque les débats étaient menés par des journalistes qui posaient les questions, et ce n'est pas les candidats qui préparaient les questions avant. C'est sûr que l'Europe est un vrai sujet. J'ai voté oui à Maastricht, ce qui n'est pas le cas de tous les candidats qui étaient autour de la table. Et par voie de conséquence, je suis attaché à la construction européenne. Alors là aussi, on peut discuter quel type d'Europe on veut, mais je pense que, comme l'a dit Juppé, on ne peut pas laisser l'Europe de côté. L'Europe est un espace de paix, et dans le monde troublé que nous vivons, c'est indispensable de donner un pôle de stabilité, une union commerciale importante. Enfin bref, l'Europe est un sujet qu'il faut discuter. Vous avez évoqué également, par exemple, l'environnement. Je suis rapporteur du projet de loi sur la biodiversité, donc très attaché à l'environnement. Alain Juppé avait un programme assez détaillé. On n'en a pas beaucoup parlé. J'espère que l'environnement ne sera pas le parent pauvre du programme de François Fillon. J'espère que non, et je suis sûr que même il fera ce qu'il faut. Mais on a quelques sujets sur la table, le climat, les pertes de biodiversité, l'océan, le rapport entre les normes et l'environnement, etc., qui sont des sujets qui intéressent nos compatriotes. Demain, qu'allons-nous manger, comment allons-nous respirer, etc., etc. Donc c'est des sujets qui concernent aussi bien la droite que la gauche. D'ailleurs, une mère de famille, elle se préoccupe de nourrir ses enfants avec des aliments les plus sains possibles. Les personnes âgées ne veulent pas ni ne pas être soignées, ni vivre dans un endroit pollué. Donc il faut absolument que ces problèmes soient traités. Je souhaite qu'ils viennent sur la table. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Jérôme Hunon d'avoir été notre invité. Merci. Bonsoir, merci. Merci beaucoup Saint-Veria pour cette nouvelle réaction. Alors c'est une séquence qui s'achève pour François Fillon avec sa victoire à la primaire, mais une autre s'ouvre pour le nouvel homme fort de la droite. Il doit rapidement régler plusieurs dossiers, la direction du parti, les investitures aux législatives et la composition de son équipe de campagne. Reportage de Cécile Sixou. Sur le pavé, devant le QG de François Fillon, la campagne a laissé des traces. Au lendemain de sa victoire, son équipe est déjà au travail. Il faut se mettre en ordre de marche derrière le candidat et rassembler le parti. On a été concurrents, bien sûr. On a défendu chacun des positions, une vision de la France, mais maintenant on est dans un esprit de rassemblement. Ça a commencé hier avec cette poignée de main entre Alain Juppé et François Fillon, mais ça doit poursuivre avec une expression devant les parlementaires, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Demain, François Fillon se présentera devant les parlementaires LR avec une feuille de route précise. Il devrait annoncer si oui ou non Laurent Wauquiez garde les clés du parti, mais aussi la place qu'il accordera aux centristes. On ne peut gagner que rassembler, donc il y aura forcément des centristes. Moi j'ai fait partie de la commission d'investiture et il est clair qu'il y a 86 investitures qui sont un peu réservées et il faudra faire de la place pour tout le monde, pour que toutes les énergies
soient rassemblés pour gagner la présidentielle. Ces rencontres, François Fillon les prépare avec son homme de l'ombre, Patrick Stefanini, et c'est lui qui fait passer les entretiens. Ce matin, celui qui devrait être le futur directeur général du parti a reçu Daniel Fesquel, le trésorier des Républicains, un proche de Nicolas Sarkozy. À la sortie, Daniel Fesquel, peu loquace, a le sourire gêné. C'est pas à moi à commenter ce genre de rendez-vous. Voilà, il souhaitait rencontrer le trésorier national, c'est tout à fait normal. Voilà, et puis vous verrez bien pour la suite. François Fillon, lui, reste cloîtré dans son bureau à l'Assemblée. Il n'annoncera pas de gouvernement potentiel, mais donnera avant Noël une liste de ministres qui travailleront sur les réformes des 100 premiers jours. Et si le projet de François Fillon a plu à l'électorat de droite, il faudra qu'il emporte l'adhésion de tous les Français. Pour cela, l'ancien Premier ministre peut-il faire des concessions sur ses mesures les plus polémiques, notamment en matière de santé? Élément de réponse avec Marie Brémaud. La constance, une des qualités les plus souvent mises en avant par la garde rapprochée de François Fillon, une qualité également martelée par le principal intéressé. Je ne dévie pas dans ma marche. Autre argument durant cette campagne des primaires, la radicalité du projet porté par l'ancien Premier ministre. Mais à l'heure du rassemblement, à l'heure où le candidat désigné par les militants doit désormais parler au plus grand nombre, François Fillon va-t-il infléchir ses positions, faire des compromis? Inenvisageable pour Bruno Retailleau, un de ses plus proches soutiens. Il a un projet, il va le mener, il le présentera dans sa totalité. Mais le prétendant à l'Élysée pourra-t-il rester fidèle à ses convictions sur ces mesures qui font grincer des dents, y compris dans son propre camp? Des mesures parmi lesquelles le passage à 39 heures dans la fonction publique en un an, la suppression de 500 000 fonctionnaires, la prise en charge par la sécurité sociale uniquement en cas de maladie grave ou de longue durée. Et sur cette dernière proposition, les premiers doutes sont venus de sa garde rapprochée. Oui, je pense qu'il faut retravailler ce point de façon à ce qu'il soit probablement infléchi et en tout cas accepté par une majorité de nos compatriotes. Et aujourd'hui, c'est un point, si ce n'est le point, qui mérite le plus de travail. Le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, réclame lui aussi une inflexion sur la future réforme de la sécurité sociale, une condition au ralliement du centre à François Fillon. Alors qu'on connaît les résultats définitifs pour la primaire qui a réuni 4,3 millions d'électeurs contre 4,2 au premier tour. On continue cette édition largement consacrée, vous l'avez compris, à la victoire de François Fillon, à cette primaire de la droite et du centre. Nora Hamadi nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Nora, bonsoir, vous êtes journaliste, spécialiste des questions européennes pour Public Sénat. Comment cette élection de François Fillon a-t-elle été perçue dans la presse européenne ? Alors, on a déjà dû expliquer qui était François Fillon, car inutile de dire que même si on savait que c'était l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, celui-ci était globalement assez peu connu. Donc, par exemple, El País, le quotidien espagnol, fait une description plutôt peu avenante du candidat de la droite et du centre. Ils évoquent un fils de notaire, élevé chez les jésuites, ennuyeux, sans sens de l'humour, très réservé, un adolescent à l'image de ce que souhaitaient ses parents, avec des bonnes notes, un leader de boy scout, présent chaque semaine à la messe et pratiquant l'alpinisme. Une adolescence qui dénote en fait aujourd'hui avec sa passion bien connue pour les bolides et la course automobile. Un portrait pas très sympathique. La Libre Belgique et le Guardian par exemple reviennent largement sur ces déclarations qui sont au centre des articles, notamment sur les questions identitaires. Le quotidien belge rappelle ses positions anti-multiculturalisme. Le quotidien rappelle donc, auteur du livre Vaincre le totalitarisme islamique, écrit après les attentats de 2015, François Fillon propose de déchoir de leur nationalité les Français qui s'engageraient dans les rangs djihadistes. S'ils sont apatrides, rappelle le journal, ce sont les mots de François Fillon, cela ne m'empêchera pas de dormir, a-t-il lancé, indifférent au droit international, selon le journal. Les journaux européens reviennent également sur son programme économique. Effectivement, un programme estampillé libéral. Le Corriere della Sera analyse le triomphe de celui qu'il qualifie d'outsider, avec ses manières sobres et rassurantes. Il propose une révolution conservatrice et libérale, une remise en cause des fondements de l'État-providence en France, avec la suppression de 500 000 emplois de fonctionnaires, 100 milliards d'euros d'économies, l'augmentation de 2 points de la TVA et une politique pro-entreprise. Mais le Corriere della Sera prévient, pas évident à mettre en œuvre tant les Français sont attachés à leur modèle social.
Oui. Enfin, The Guardian, le quotidien de référence britannique, revient également sur la présentation de François Fillon. Il est présenté comme un catholique traditionnaliste provincial et fan de Margaret Thatcher. Mais le quotidien de référence britannique prévient, il peut être fan de Margaret Thatcher, mais il n'a pas grand-chose à voir avec l'ancienne première ministre britannique. Par exemple, il ne compte pas privatiser les entreprises dans lesquelles l'État français possède des participations. Donc, on peut entendre cette étiquette dite de libéral, mais ce n'est pas du tout un libéralisme à l'anglaise. C'est une droite possiblement en rupture avec les usages de la droite française, mais on est bien loin de la Dame de Fer. Beaucoup analysent aussi les enjeux de cette après-primaire. Alors notamment chez nos amis suisses du Temps, dans son éditorial, le Temps pose les enjeux de cette après-primaire dans une droite aujourd'hui fracturée, quand ce sont les plus âgés et les plus aisés qui ont donné leur voix à François Fillon. Comment rassembler, pose le Temps, et surtout, quel positionnement adopter pour l'emporter face à celle que tous les sondages donnent gagnante au premier tour de la présidentielle, Marine Le Pen. Plusieurs journaux reviennent sur ce positionnement face à Marine Le Pen. Der Spiegel, en Allemagne, indique que c'est potentiellement en fait une bonne nouvelle pour la France, et là où le quotidien pense qu'un scénario à la Trump est possible en France. Ces déclarations sur les étrangers mordent vers les positions du FN. Selon le journal allemand, son programme a mobilisé des émotions semblables dans le contenu et le ton, la peur de l'infiltration étrangère, la perte d'identité et de l'immigration. Et il rapporte des paroles de Marion Maréchal Le Pen qui disent « Nous ne nous sommes pas mis en ordre de bataille face à une victoire de Fillon », admet donc la nièce de la présidente du FN dans les colonnes du journal. Enfin, le soir, dans un éditorial cinglant, analyse le succès fulgurant de cette primaire et en miroir le camp de la gauche en lambeaux. Christophe Berti raconte « Personne n'attendait Fillon et pourtant ce matin, l'ex-monsieur Nobody apparaît comme le favori de l'élection présidentielle. Et la gauche, dans tout cela, que dire sinon qu'elle semble foncer droit dans le mur avec un pied sur l'accélérateur ». Merci beaucoup Nora. On a largement parlé du succès populaire de cette primaire, je vous le disais, avec les résultats définitifs de participation, près de 4,3 millions d'électeurs, et tous se sont acquittés de 2 € au premier et au second tour. Une manne financière plus que bienvenue avant d'entamer la campagne, comme nous l'explique Flora Sauvage. C'est l'heure des comptes. D'un point de vue financier, la primaire de la droite et du centre est une vraie réussite. Pour couvrir les frais d'organisation de la primaire, 2 € étaient demandés à chaque passage à l'urne. Avec 8,6 millions de votants, le parti Les Républicains récupère la bagatelle de 17,2 millions d'euros. Une somme confortable qui va permettre au parti de régler les factures, mais aussi de financer la campagne de François Fillon pour la présidentielle. Sachant que le coût d'organisation du scrutin est estimé entre 6 et 9 millions d'euros, il reste entre 6 et 8 millions d'euros qui vont aller directement au financement de la campagne de François Fillon. Ainsi, avec un plafond à 22,5 millions d'euros pour la campagne présidentielle, le candidat Les Républicains part avec une avance considérable sur ses futurs concurrents. Enfin, l'autre gagnant de cette primaire, c'est la Banque Postale par laquelle ont transité les fonds. Elle prend une commission de 8%, soit 750 000 €. Et on va tout de suite retrouver Oriane Mancini qui nous attend devant le siège du QG de François Fillon à Paris. Oriane, on a vu bien toute la journée les rencontres, les rendez-vous de François Fillon et de son équipe, avec bien entendu au cœur de toutes ces tractations la question de l'organigramme. Oui Delphine, et pas seulement, plusieurs tâches attendent François Fillon avec un impératif, le rassemblement. Avant de parler de l'organigramme, la tâche la plus urgente, c'est de régler la question de la présidence du parti. Actuellement, c'est le sarkozyste Laurent Wauquiez qui en est le président par intérim. Une place qu'il entend bien conserver, Laurent Wauquiez, mais c'est désormais à François Fillon de trancher, puisque selon les statuts, c'est le vainqueur de la primaire qui doit choisir le président du parti. Alors certains des proches de François Fillon, comme Bernard Debré, l'appellent à écarter Laurent Wauquiez, mais qui mettre à la place? Placer un filloniste écornerait quelque peu l'image d'ouverture et de rassemblement que souhaite François Fillon. La décision devrait cependant intervenir très rapidement, puisque François Fillon devrait l'annoncer demain aux parlementaires lors des réunions de groupe auxquelles il participera, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, avant un bureau politique très important en fin de soirée au siège des Républicains. Et puis vous le disiez, l'autre tâche, c'est bien sûr de constituer son organigramme.
son équipe de campagne. Alors une très grande place devrait bien sûr être accordée à ses fidèles, Gérard Larcher, Bruno Retailleau, mais toujours dans cette optique de rassemblement, François Fillon devra élargir le cercle. Alors ça ne devrait pas être très compliqué d'accorder une place à certains sarkozystes comme Éric Woerth, Luc Châtel ou encore à des candidats qui l'ont rallié comme Bruno Le Maire qui s'est d'ailleurs affiché en meeting avec lui dans l'entre-deux tours. Mais la question se pose pour des personnalités comme Valérie Pécresse qui fut une très proche de François Fillon avant de rallier le camp d'Alain Juppé durant cette campagne. Et la question se pose plus largement pour les juppéistes. Quelle place dans la campagne de François Fillon? Et ça sera là tout le défi de François Fillon, négocier, trouver des compromis, trouver le juste équilibre afin de ne pas briser l'unité de sa famille politique que la primaire a réussi à préserver. Merci beaucoup Oriane pour toutes ces précisions. On en parlait, les sénateurs ont joué un rôle central dans cette campagne pour la primaire. Je vous propose de revoir la chronique de Tam Tranui justement sur le rôle des sénateurs dans cette campagne, mais aussi pour l'après-primaire. Tam Tranui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour Tam, on vient d'entendre Isabelle Debré. On sait que les sénateurs ont joué un rôle de premier plan dans cette campagne, entièrement acquis à la cause de l'ancien Premier ministre qui lui-même a été sénateur. Qu'est-ce qui explique cette popularité? Oui, vous l'avez dit, François Fillon a d'ailleurs été sénateur pendant relativement peu de temps, de 2004 à 2007, mais il a gardé une grande popularité auprès de ses anciens collègues. Alors quand vous leur parlez, ils n'ont pas assez de mots pour dire ses qualités personnelles, la droiture, la discrétion, le sérieux, la détermination. Bon, jusqu'ici, rien de bien original, mais surtout les sénateurs se reconnaissent en François Fillon. D'abord parce que c'est un élu de province, un comble puisqu'il est aujourd'hui député de Paris, mais c'est vrai qu'il a fait l'essentiel de sa carrière politique en province, dans la Sarthe, son fief. Il a gravi tous les échelons locaux, a eu toutes les responsabilités, conseil général, conseil régional, ce qui séduit bien sûr les représentants du territoire. Ensuite, les sénateurs le voient comme l'incarnation de l'anti-bling-bling. Les médias le voyaient comme ennuyeux, le voyaient comme trop sérieux, et bien tant mieux pour les sénateurs qui, je cite d'ailleurs Philippe Bas, n'aiment pas beaucoup les marchands de bonheur et les battleurs d'estrade. Et c'est un homme comme ça qu'il voit pour briguer la plus haute fonction, un homme, je cite, capable d'incarner la fonction présidentielle comme elle doit l'être. Enfin, beaucoup se retrouvent dans son projet économique, mais surtout sur les valeurs qu'il a transmises pendant sa campagne, celui, par exemple, sur le rétablissement de la notion de famille. D'ailleurs, il en a encore parlé hier lors de son discours. Il a dit que les électeurs avaient trouvé en lui les valeurs françaises. Oui, alors comment le Sénat va-t-il travailler à présent pour le candidat de la droite avant l'élection présidentielle? Bien, il va y avoir plusieurs techniques. Déjà, au niveau des textes, il va y avoir l'opposition radicale, c'est ce qu'on va voir sur le projet de loi de finances mercredi, qui ne va même pas être débattu. Il y aura juste une discussion générale et puis il va être rejeté avant la discussion des articles. Il va y avoir la même technique sur les deuxièmes lectures du budget de la sécurité sociale 2017 ou encore sur la loi égalité et citoyenneté, deux textes importants. Mais le Sénat va aussi faire entendre sa voix sur des textes spécifiques, notamment sur des propositions de loi, notamment une qui fait le bilan de la loi NOTRe, une nouvelle organisation territoriale de la République. Un texte qui, selon la droite sénatoriale, nuit à la santé des territoires. Et puis, le Sénat va également travailler sur une prochaine loi pénale pour donner la vision de François Fillon, qui a promis d'investir, je le rappelle, 12 milliards d'euros supplémentaires dans la défense, la police et la justice. Puis, les sénateurs comptent peser au niveau des thématiques importantes dans ce débat. Certains pensent mettre la ruralité, un thème cher au Sénat, au cœur du débat. D'autres vont mettre l'accent sur les libertés publiques. Bref, chacun va y aller de sa proposition. Chacun va prêcher pour sa paroisse. On poursuit cette édition de Sénat 360 consacrée à l'analyse de la victoire de François Fillon, mais aussi aux enjeux de l'après-primaire avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Nadège Abou-Mangoli. Bonsoir, vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également présent sur ce plateau, Jean-Baptiste Lemoyne. Bonsoir, sénateur Les Républicains de Lyon. Vous aviez soutenu Alain Juppé au premier tour de cette campagne pour la primaire de la droite et du centre. On va bien sûr parler de la question du rassemblement à droite essentiel
essentiel pour la période à venir. Hervé Novelli nous a également rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes porte-parole, vous étiez porte-parole de François Fillon pendant cette campagne de la droite et du centre de la primaire. Merci d'être avec nous. Et enfin, Gaëtan Dussaucé, bonsoir. Vous êtes directeur national du Front national de la jeunesse, membre du bureau politique du FN. Avant de débattre avec vous, mesdames, messieurs, on revient sur cette soirée électorale avec ce score sans appel pour François Fillon qui a éliminé par KO Alain Juppé. Une poignée de main timide pour sceller la fin de la campagne. Devant la haute autorité, Alain Juppé et François Fillon sont venus poser pour la photo de famille, figure imposée et indispensable pour afficher l'unité retrouvée. À cet instant, François Fillon est déjà sur orbite pour la présidentielle. L'ancien Premier ministre a terminé sa campagne pied au plancher. Avec 66,5% des suffrages, le succès est sans appel. La victoire me revient. Et c'est une victoire de fond bâtie sur des convictions. Pas un électeur ne doit se sentir humilié ou mis à l'écart. Ce qui nous unit est tellement plus important que ce qui nous distingue. Une main tendue à ses anciens concurrents pour rassembler son camp et le mettre au plus vite en ordre de bataille. L'émotion de François Fillon tranche avec la déception d'Alain Juppé. Le favori annoncé s'est effondré en fin de campagne. Il n'a rassemblé que 33,5% des votants. La défaite est sévère pour le maire de Bordeaux qui perd, mais en gardant ses convictions. Je termine cette campagne comme je l'ai commencée, en homme libre, qui n'aura transigé ni avec ce qu'il est, ni avec ce qu'il pense. La tâche qui vous attend est exaltante. Vous avez de la chance. Je vous souhaite bonne chance. Et je souhaite par-dessus tout bonne chance à la France. Avec ces mots, Alain Juppé s'éloigne de la scène politique nationale et laisse le champ libre à François Fillon. La lutte interne s'achève. Le combat présidentiel contre la gauche et le Front national ne fait que commencer. Hervé Novelli, on vient d'entendre ce reportage de Mounir Soussi. Maintenant, la période qui s'ouvre, eh bien, c'est ce combat à la fois contre le Front national, mais aussi contre la gauche. Oui, bien sûr, mais il faut d'abord rassembler. François Fillon a gagné largement, mais toutes les sensibilités de la droite et du centre doivent se retrouver dans sa candidature. C'est la première des conditions. Et de ce point de vue, je crois que le discours qui a été tenu par François Fillon hier est un discours d'ouverture à toutes celles et ceux à droite et au centre qui ne l'avaient pas soutenu et qui sont les bienvenus avec nous. Oui, c'est un enjeu, cette bataille eh bien, de conviction chez les centristes. Il va falloir rassembler justement pour les électeurs d'Alain Juppé. Ça vous paraît difficile, surmontable, Jean-Baptiste Lemoyne? Non, mais vous savez, quand on s'est engagé dans cette primaire, que ce soit les candidats, Alain Juppé, que ce soit nous-mêmes, leur soutien, on s'est engagé avec une éthique, avec un code qui est de soutenir naturellement le vainqueur. Et donc, nous sommes présents à ce moment du rassemblement. Le rassemblement, c'est maintenant. Et je crois que d'ailleurs, ça peut donner une force nouvelle à cette campagne de François Fillon qui déjà a surgi de belle manière, mais parce que je crois que le message de radicalité qu'il porte peut être complété utilement par un message d'équité, je pense, qui ne peut être que bénéfique afin de parler à tous les Français, au maximum de Français. Gaëtan Dussaucé, c'est une mauvaise nouvelle pour le Front national, cette élection de François Fillon. On sait que c'est un candidat eh bien, qui peut aller justement chercher des voix à l'extrême droite. Non, alors déjà, je attirerai votre attention sur le fait que je ne suis pas d'extrême droite et donc pas la peine de le dire ainsi sur ce plateau. Ensuite, concernant la nomination, en quelque sorte, l'élection de François Fillon pour candidater à l'élection présidentielle, eh bien, écoutez, c'est une excellente nouvelle pour nous. Parce que figurez-vous, François Fillon est la caricature même de tout ce que nous combattons dans le système politique actuel. C'est un européiste béat, un immigrationniste à tout va, c'est quelqu'un qui est mondialiste comme pas possible, extrêmement austéritaire et ultra-libéral. Marion Maréchal Le Pen n'a pas la même analyse. Au moins les choses, non, elle est tout à fait d'accord avec nous. Au moins ce que nous considérons, c'est que les choses seront très claires dans le débat de 2017. Oui, Nadège Abou-Mangoli, ça va créer une sorte d'électrochoc au sein du Parti socialiste. On voit en ce moment eh bien, une crise. On est à la limite de la crise institutionnelle avec de grosses tensions entre François Hollande et Manuel Valls, justement. Est-ce que ça peut, justement, l'élection et cette image d'une droite rassemblée créer un électrochoc à gauche? Ça peut créer un électrochoc et puis l'émulation, parce qu'il faudra faire aussi bien, sinon mieux, pour un exercice que nous avions lancé en 2011, pour lequel à l'époque nous étions décriés. Il s'agissait de sous-démocratie ou de fichage électoral. Aujourd'hui, l'exercice rentre dans les mœurs du point de vue des Français, mais le principe d'une primaire, évidemment, c'est de soutenir le candidat qui l'emporte.
il y aura quand même fort à faire parce qu'il y a un certain nombre de propositions qui semblent aujourd'hui poser problème, et notamment à l'égard des élus et puis des leaders du centre. Bayrou se tâte, Yves Jégo a indiqué qu'il y avait quelques éléments programmatiques qui posaient problème parce que c'est quand même un problème du point de vue de l'héritage français de protection sociale du CNR de 45. C'est quand même problématique. Ouais. Hervé Novelli. Là où il y a un accord avec ce que vous venez de dire, c'est sur le succès de la primaire. Bon, il y a eu quand même plus de 4 millions de Françaises et de Français qui sont allés. Et de ce point de vue, le socle sur lequel va démarrer la campagne de François Fillon est un socle important. Moi, ce qui m'a frappé dans cette campagne, c'est qu'il y a eu une adhésion forte au projet et à l'homme. C'est la première fois depuis très longtemps que... C'est un vote d'adhésion selon vous? Est-ce qu'il y a pu aussi avoir un vote de contestation, de rejet de Nicolas Sarkozy, notamment au premier tour, Hervé Novelli? Oui, il y a pu y avoir ça ou là des explications. Mais ce qui est très important, c'est que pour la première fois, un homme politique de droite et du centre parle des valeurs. Et des valeurs de la France, des valeurs auxquelles il est attaché. Et je crois que c'est très important parce que... l'amour de la France, la fierté d'être français, les racines de notre pays, tout ça avait disparu peu à peu du discours. Et on avait souvent un discours un peu désincarné. François Fillon a touché, je crois, au cœur des Françaises et des Français de la droite, du centre et d'ailleurs. Et je pense que ce sera un atout pour cette campagne présidentielle pour dénoncer les impostures ou les postures. Et je pense qu'il y a là une personnalité au-delà du projet, au-delà du caractère radical de ce projet. Mais ce projet est radical parce que la France est dans une situation catastrophique. On va venir sur le contenu du projet. On va s'arrêter sur la personnalité, ce discours, sur les valeurs. Avant de vous donner la parole, Jean-Baptiste Lemoyne, je voudrais vous entendre, Gaëtan Dussault. C'est ce que je disais. Il y a peut-être un discours aussi sur ces valeurs, sur des traditions... que certains estiment bien perdus ou peut-être oubliés, sur lesquels aussi le Front National a un discours identique. Non, mais si vous voulez, je crois que c'est une vague plaisanterie. En réalité, Fillon, dans le cadre de cette primaire, n'a été qu'un Sarkozy bis, en réalité. Parce que quand on regarde, il nous parle des valeurs, il nous parle du récit national, notamment dans le contenu des programmes scolaires, etc. Pas de chance, il a été ministre de l'Éducation nationale. Et au cours de son mandat, il n'a absolument... au bilan. Mais malheureusement, si, parce que voyez-vous, il y a un bilan vous avez beaucoup de chance, vous n'en avez pas. Mais laissez-nous en avoir un dès 2017. Il ne faut jamais pousser son avantage mais si je peux finir mon argumentation, il faut quand même rétablir la vérité auprès des Français. François Fillon, c'est quelqu'un qui est opposé à l'interdiction du port du voile dans l'université. C'est quelqu'un qui est favorable à la multiplication des minarets dans notre pays. C'est quelqu'un qui est favorable au développement de centres d'accueil pour les migrants, c'est quelqu'un qui était même à accueillir des migrants dans sa mairie, etc., etc. Donc bref, il est complètement à l'opposé des valeurs justement que nous défendons. Donc il peut avoir le verbe dur, il peut avoir le discours ferme, mais en réalité, les actes et les déclarations précédentes le démentent complètement. Oui, Jean-Baptiste Lemoyne. On voit bien que... le message qu'a porté Alain Juppé et le message que porte François Fillon peuvent tout à fait être complémentaires. Alain Juppé évoquait un peu cette nouvelle France, la France de 2030 qu'il faut construire. Réconcilier des Frances qui se regardent un peu en chien de faïence. La France rurale, la France des quartiers, la France des métropoles. Et en réalité, cette nouvelle France, naturellement, elle va puiser aux sources de la France éternelle. Et c'est le message de François Fillon qui, effectivement, réaffirme un certain nombre de convictions sur d'où vient le pays. Et Alain Juppé évoquait où doit-on aller ensemble. Voilà, donc je crois que d'ailleurs ce qui du coup unit et différencie en même temps à la fois les centristes et les républicains qui ont soutenu François Fillon, en réalité est infiniment moins large, moins profond comme fossé que ce qu'on peut voir à gauche entre un Arnaud Montebourg ou un Emmanuel Macron. Et donc on voit bien que le grand écart et le mal aux adducteurs, il est plutôt du côté de la gauche que du côté de la droite. Déjà à Beaumangoli, on voit aujourd'hui cette crise institutionnelle. On en parlait entre François Hollande et Manuel Valls. Vous pensez qu'il doit démissionner, Manuel Valls, aujourd'hui, que sa situation n'est plus tenable au sein du couple exécutif? Ce que je pense à cette heure-ci n'a pas grande valeur puisqu'il n'a pas démissionné, il ne démissionnera pas. Effectivement, cette situation était grotesque, cette hypothèse était grotesque. Je pense qu'il y a un peu de fébrilité, il y a aussi une attente de signaux peut-être un peu plus forts de la part du président de la République, de savoir s'il se présentera ou non. En tout état de cause, Manuel Valls est un candidat potentiel en cas de non-candidature de François Hollande. Il est normal qu'au sein de la gauche de gouvernement, il y ait des interrogations. Je pense qu'elles ne devraient pas être publiques. De la même manière qu'à l'aile gauche du Parti socialiste, il y a plusieurs candidats et des discussions autour de cela. Donc là, la situation, j'ai envie de dire, est rétablie.
on attend avec impatience la décision de François Hollande pour sa candidature ou non à la primaire de la Belle Alliance populaire. Ouais. On parlait de cette campagne qui s'annonce pour la présidentielle. Hervé Novelli, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une inflexion du programme, du projet de François Fillon, notamment peut-être sur les questions de santé? Ce qui est sûr, c'est qu'il gardera le fil rouge de sa campagne. D'un côté, le fil rouge de la liberté sur le plan économique pour les entreprises qui en ont bien besoin. Elles sont accablées de réglementations, de normes, de charges. Ça ne bougera pas. De même, ne bougera pas le discours et les actes sur la restauration de l'autorité de l'État, de la fonction présidentielle telle qu'elle a été abaissée, il faut bien le reconnaître, depuis quelques années, et ce discours sur le renforcement des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des Français avec les valeurs qui vont avec. Tout cela ne va pas bouger, parce que c'est le corps de ce projet. Par contre, bien sûr, il faudra clarifier, il faudra approfondir tel ou tel pan qui ont été un peu laissés de côté durant cette campagne. C'est la vie d'une primaire. On a moins parlé d'environnement. On doit parler santé parce que c'est très important. Il a notamment beaucoup réfléchi avec pas mal de personnes sur la lutte contre la désertification médicale, dont on voit bien qu'elle est un problème dans le milieu rural. Et si son discours a été si bien entendu par les Françaises et les Français de la droite et du centre dans les milieux ruraux, beaucoup plus que peut-être, ou un peu plus que dans les métropoles ou dans les bourgs, eh bien, tout cela va permettre à François Fillon d'approfondir et de compléter, comme le disait Jean-Baptiste Lemoyne. Au contraire, peut-être Gaëtan Dussocé, pour vous, c'est le candidat de la casse sociale, François Fillon, c'est ce que vous dites, il s'attaque finalement aux Français les moins aisés ? Ben évidemment, quand on regarde le projet qui était celui du candidat François Fillon à la primaire de la droite et du centre, c'est absolument effrayant, c'est même terrifiant. On parlait justement des électeurs de milieux ruraux. Eh bien, j'espère que vous êtes allé dire quand même à ces électeurs que François Fillon prévoit la disparition de la sécurité sociale. Je suis élu dans un milieu rural. Est-ce que vos électeurs sont au courant de Évidemment, cela? puisqu'ils ont soutenu François Fillon dans ma commune et dans mon territoire. Mais ça peut inquiéter, Hervé Novelli, les personnes âgées notamment, qui constituent une partie de l'électorat de François Fillon. Qui a voté en masse pour lui. Oui. C'est le risque qui me pèse sur la sécurité. Non, il y a besoin de préciser. Il y a besoin de préciser. On a pris une phrase hors du contexte. On a pris une phrase hors du contexte. Il est évident qu'il y a derrière cette phrase beaucoup de réflexion, de densité, et notamment les voies pour sauver la protection sociale des Français. Elle est menacée par quoi aujourd'hui? Elle est menacée par le manque de financement lié au chômage qui explose dans notre pays. C'est cela le sujet. Les comptes de la Sécurité. Oui, enfin les comptes façon Marisol Touraine. Mais ça n'est pas la réalité. Vous le savez très bien. Et je pense qu'il y aura des compléments qui seront apportés, bien sûr, par François Fillon. Prenons un exemple très concret sur le financement de la sécurité sociale, notamment les retraites. On sait bien qu'il va falloir décaler l'âge de départ en retraite pour justement pérenniser et consolider ces régimes. Mais ça veut dire que justement, là où on peut peut-être compléter, où l'on peut préciser dans la mise en œuvre, puisque maintenant il faut réussir ensemble l'alternance, c'est que naturellement une partie de ces économies puisse être recyclée pour augmenter les petites retraites. Nous connaissons tous les deux en milieu rural des agriculteurs qui vivent avec une retraite indécente au regard d'une dure vie de labeur. Voilà typiquement le genre de mesures, à mon avis, qui, au nom de l'équité, peuvent être prises parce que dès lors que les réformes seront ambitieuses, seront profondes, seront audacieuses, il faut que les Français également soient intéressés aux résultats, si je puis dire. Nadège Abo-Mongoli, est-ce que vous pensez peut-être que justement cette élection de François Fillon, ça va avoir des conséquences sur la tonalité de la campagne pour le candidat qui sortira vainqueur de la primaire de la gauche si elle est maintenue? Est-ce qu'il va y avoir un discours justement plus sur ces questions de valeurs, d'immigration, des thèmes sur lesquels à la fois le Front National et François Fillon vont faire campagne selon vous? D'abord, ce n'est pas les thèmes centraux. Moi, je constate juste qu'il y a quand même un petit problème avec la manière dont s'est déroulée cette primaire. C'est que finalement là, j'entends mes collègues de débat affiner le projet de François Fillon. J'ai l'impression qu'il a été caché en vérité durant la campagne. On s'est quand même beaucoup focalisé sur le duel
Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, du coup, je pense qu'il faut avoir ça en tête pour les prochaines fois. Et donc, il y a quand même des éléments qui peuvent effrayer un petit peu. Et moi, je ne dis pas que ce sera plus facile, je dis que ça va clarifier en tout cas le débat entre la droite et la gauche pour celles et ceux qui disent qu'il n'y avait pas de clivage. Et donc, ça va nous forcer, évidemment, à avancer sur nos propositions, sur également des éléments de bilan. Parce que vous parliez tout à l'heure de la sécurité sociale, eh bien, pour ça, c'est un succès en termes d'équilibre des comptes. En termes de santé, tiers payant généralisé et un certain nombre de mesures qui ont été favorables aux Françaises et aux Français. Pour l'instant, je vois que vous tâtonnez. Pour l'instant, je vois que vous tâtonnez. Vous tâtonnez entre vous et vous tâtonnez également avec le centre. Non, pas du tout. Hervé Novelli, ensuite je vous donne la parole. Ce qui nous sépare, c'est que nous n'avons pas la vision qu'a eu ce gouvernement, et notamment Marisol Touraine, d'une application comptable qui aujourd'hui se traduit par le fait que Marisol Touraine est très impopulaire, aussi bien dans le milieu médical. Interrogez n'importe quel médecin de France et vous le saurez. Il y a aujourd'hui un véritable problème de réforme de la santé qui a été porté de manière caricaturale et négative par Marisol Touraine. Et il suffit d'interroger autour de soi les professionnels de santé qui, unanimes, souhaitent rapidement mettre fin. Les Français, on va les interroger dans 5 mois. N'ayez pas peur. Leur réponse sera assez spectaculaire. Gaëtan Dussaucé, ça a été caché, ça, dans le programme de François Fillon, selon vous, les questions justement sur la suppression du tiers payant, entre autres? Oui, évidemment, ils en ont très peu parlé parce qu'ils savent que ces mesures sont absolument impopulaires et à juste titre. Mais même par rapport aux mesures dont ils ont pu parler lors du débat de la primaire de la droite et du centre, il y avait des choses qui sont catastrophiques. C'est un retour en arrière considérable. Je pense au fait de la suppression de la durée légale de travail hebdomadaire ou de la même manière au fait qu'on veut demander aux fonctionnaires de la fonction publique de travailler 39 heures mais payer 35 heures ou 37 heures. Donc toutes ces injustices sociales qui vont s'accumuler avec toutes celles que l'on connaît déjà aujourd'hui et qui mettraient un grand nombre de nos compatriotes dans une précarité sans précédent. Je crois qu'aujourd'hui les Français n'en peuvent plus et demandent en réalité un véritable changement de politique économique et de système économique. Ouais, Jean-Baptiste Lemoyne. Moi j'aime beaucoup ces débats, mais le yaka faucon, il y a un moment, voilà, c'est un peu juste parce que mon collègue Maël de Calan a parfaitement décortiqué le programme du Front National et en réalité, il dit tout et son contraire. Il dit tout et son contraire, ce programme. D'un côté, vous essayez de draguer les patrons de PME en leur disant demain avec nous, vous paierez moins de charges, le coût du travail sera moins cher, et dans le même temps, vous dites il faut rajouter 200 € au SMIC. Donc, il y a un moment, il faut savoir. Alors, attendez, déjà, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout et son contraire dans votre programme. Il n'y a pas de crédibilité. Voilà, je sais que ça vous dérange énormément. Je me demande d'ailleurs, pour avoir feuilleté le livre de M. Maël de Calan, s'il a déjà été une fois dans une classe, parce qu'apparemment, il n'a pas lu une seule fois le programme du Front National. Il raconte absolument c'est sur votre site internet. C'est tout ça transparent. Attendez d'avoir celui de 2017. Et en réalité, désolé, il y a une révision, un changement de programme. Mais écoutez, 2012. Est-ce que c'est la ligne Philippot? Est-ce que c'est la ligne Marion Maréchal? On a juste. On croirait entendre Yann Barthès, sérieusement. Non, il y a des traditions au Front National. Il y a une tradition nationale catholique et une tradition païenne. Écoutez, je sais que les gens ne se sont pas beaucoup intéressés à votre primaire, mais laissez-les parler quand ils sont là. Donc, moi, j'aimerais quand même vous dire que c'est bien beau de faire des leçons sur le projet absolument alternatif, moderne et nouveau de Marine Le Pen. Mais moi, ce que j'en note, c'est que vous avez été au pouvoir pendant des années et des années, la gauche comme la droite, et vous avez échoué sur tout. Aujourd'hui, 25% des jeunes sont au chômage. Aujourd'hui, 7 jeunes sur 10 ont des difficultés pour se loger, je pense en particulier aux étudiants. C'est de votre responsabilité, c'est votre bilan. Donc vous pourrez faire des leçons sur le programme de Marine Le Pen lorsqu'il sera appliqué dès 2017. Alors, peut-être une question pour vous, Hervé Novelli. Oui. On voit bien que parmi les électeurs hier, eh bien, c'est une France plutôt aisée, qui a peut-être peur aussi de voir certaines valeurs, on en parlait, mais aussi ses traditions, son identité disparaître, qui a voté massivement pour François Fillon. Oui, c'est vrai. Il est le nouvel homme fort de la droite, mais il devra rassembler et parler à tous les Français s'il se retrouve au second tour face à Marine Le Pen. Bien sûr, il devra parler à s'adresser au-delà de cette primaire. Il faudra infléchir son discours. Et on ne va quand même pas bouder notre plaisir. Il ne faut pas non plus balayer complètement cette primaire. On est au lendemain de celle-ci. Il y a eu plus de 4 millions de Français. Quand les socialistes ont organisé leur primaire qui a conduit à la victoire de François Hollande, on a dit c'est merveilleux, il y a eu 2 millions de personnes qui se sont déplacées. Là, il y en a eu 4 millions, plus de 4 millions. Donc ça n'est pas sans conséquences. Alors, bien sûr, le projet de François Fillon est un projet très fort parce qu'il s'adresse à un état de la France qui est celui que l'on connaît.
qui est un État avec un endettement de 2000 milliards, avec un chômage, c'est la seule chose où je serai en accord avec notre ami du Front National, c'est-à-dire que la situation est dramatique. Le chômage explose, on est à 10%, et l'endettement est vraiment catastrophique. Et nous met dans une situation de quasi-dépendance s'il y a un retournement sur le plan international et une hausse des taux d'intérêt. Donc c'est ça le sujet. Et on ne pourra pas réformer notre pays sans, par exemple, constater, et c'est là où je voudrais vous le dire, vous n'avez aucune notion de la réalité économique. Ce n'est pas du tout vous critiquer que de le dire. Quand vous critiquez la remise en cause des 35 heures, est-ce que vous savez que la France est aujourd'hui, en matière de durée annuelle du travail, le pays où l'on travaille le moins de tous les pays de l'OCDE. Non, mais si vous voulez, la politique de la Grèce, allez voir comment ça fonctionne avec les Grecs. Ce n'est qu'une constatation. Nous avons fait vos solutions en Grèce. Est-ce que ça fonctionne aujourd'hui, monsieur? Attendez, laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. C'est la raison pour laquelle nous voulons sortir de ce carcan des 35 heures. Ce n'est pas pour faire suer le burnou, comme on disait il y a des dizaines d'années, sur telle ou telle catégorie sociale. Non, c'est simplement pour donner la liberté aux entreprises, par la négociation, de pouvoir fixer leur temps de travail. Savez-vous combien de pays ont dans leur loi la durée du travail? Est-ce que vous le savez en Europe? Ce n'est pas du tout pour faire du professorat. C'est pour vous dire très simplement qu'il n'y a que 2 pays en Europe qui ont une durée du travail dans la loi, la France et la Belgique. C'est une constatation. Donc on peut très bien sortir des difficultés d'un pays, avoir un taux de chômage qui soit bas et avoir une durée du travail négociée librement dans l'entreprise. Voilà la réalité. Et c'est cette réalité que nous entendons appliquer dans notre pays. Ce que je constate, monsieur le professeur, c'est que votre politique c'est pas parce que vous ne savez pas répondre à une question que je suis votre professeur et vous de mon élève. Allez, on écoute la réponse de Gaëtan Dussel. Moi, ce que je constate, c'est que finalement, toutes les mesures qui sont proposées par monsieur Fillon et dont on débat actuellement sur ce plateau, c'est ce qui a été appliqué par recommandation de Bruxelles, de la Commission européenne et de la Troïka, c'est ce qui a été appliqué en Grèce, en Italie, etc. Est-ce que le peuple grec se porte mieux aujourd'hui? Est-ce qu'elle est sur la voie de la croissance, vers la voie de la réindustrialisation? Non, absolument pas. Est-ce que le peuple allemand se porte mieux? Oui, assurément, depuis un certain nombre de réformes portées par Mme Merkel. C'est fantastique. Voilà. C'est fantastique. Allez voir la situation précaire des jeunes là-bas aussi. Peut-être pas les réformes qui ont lieu au Royaume-Uni, Jean-Baptiste Lemoyne. Il aurait peut-être mieux valu s'inspirer de ce qui se fait en Allemagne plutôt qu'en Angleterre. Deux chiffres, 24 et 7. 24% le taux de chômage des jeunes en France, 7% le taux de chômage en Allemagne. C'est bien qu'il y a un sujet. Notre système d'apprentissage, il faut qu'on le booste, qu'on le développe considérablement. Il a été mis à bas en quelques années. Exactement. Et donc c'est des choses très concrètes qui ne contribuent pas à la prolétarisation des Français, mais au contraire pour leur donner une nouvelle chance. Oui, Nadège Ambo-Mangoli, est-ce qu'on peut transposer ce qui s'est fait en termes de modèle économique, soit au Royaume-Uni ou en Allemagne, en France? Votre truc, ça marche. Le Royaume-Uni, aujourd'hui, d'ailleurs, a exprimé lors du vote l'adhésion à l'Union européenne, lors du Brexit, un mécontentement à l'égard de ce type de politique. Et puis il faut comparer aussi ce qui est comparable. Quand en Allemagne, on compare les taux de chômage ou la qualité de l'emploi, on ne parle pas exactement des mêmes contrats. Quand François Fillon indique aux fonctionnaires qu'ils doivent travailler 39 heures et être payés 37, on peut aussi se poser... Ah oui, attendez, c'était quand même une de ces mesures phares, et c'est ce qui fait dire que c'est un programme de casse sociale, et même un programme d'inégalité, et un programme d'affrontement entre les Français. Je pense que ça, les gens n'en veulent pas. Oui, c'est vrai que c'est une présentation très dure, on l'a dit, ce programme économique. Vous avez beaucoup d'ailleurs travaillé sur ces questions avec François Fillon. Vous travaillez plus... Est-ce que vous connaissez que ça peut faire peur, Hervé Novelli? Ça peut faire peur si on caricature, comme je l'entends. Je voudrais simplement prendre quelques instants pour vous dire que c'est une question d'équité. Lorsque François Fillon propose de négocier dans chaque entreprise la durée du travail, l'État, le patron des fonctionnaires, a le pouvoir de fixer cette durée. Il l'a fait lorsqu'on a mis la durée du travail dans la fonction publique à 35 heures. C'était par décret. Et donc, ce décret, il sera proposé, mais il intégrera une négociation. L'État négociera avec les fonctionnaires les conditions de rémunération du passage à 39 heures dans la fonction publique. Il l'a dit,
je le redis ici. Il a dit. Il est tendu saucé. Oui, et encore faudra-t-il rappeler lors de ces négociations que ce sera 39 heures payées 35 heures ou 37 heures. Et lorsque l'on parle de négociations, moi je regarde ce que fait par exemple le gouvernement de M. Hollande et de M. Manuel Valls, notamment dans le cadre de la loi travail, où là aussi ils ont voulu détricoter au fur et à mesure le code du travail, puisque encore une fois ça fait partie des nombreuses directives imposées à notre pays par la Commission européenne. Non, il n'y a pas de directive là-dessus, vraiment. Ah, si, d'ailleurs vous pouvez retrouver, je le retweeterai si vous voulez. On avait retrouvé le document officiel imposant la loi travail. Une sorte de recommandation, mais en aucun cas une directive. Il y a des recommandations pour tout. Jean-Baptiste Lemoyne, est-ce que c'est un discours je remettrai le document. et les propositions contenues dans le programme économique de François Fillon qui s'adresse aux classes ouvrières selon vous? Pardonnez-moi. Est-ce que ce projet économique, ça peut justement parler? Est-ce que ça s'adresse réellement aux classes ouvrières selon vous? Vous savez, je crois que toutes les classes sont intéressées au fait de retrouver un emploi. Effectivement, les 6 millions de chômeurs, d'une façon ou d'une autre, c'est ce qui les intéresse. Et donc, tout ce qui favorise le fait qu'il y ait des chefs d'entreprise qui, pour l'instant, se refusent à embauchent, que des freins soient levés, participe du coup de la résorption des problèmes. Et donc, qui dit retrouver un emploi, eh bien, dit effectivement se réinsérer, dit retrouver une dignité, parce que oui, on se réalise aussi par le travail. C'est pas un gros mot que de le dire. Et donc, le programme de François Fillon, il est tout entièrement tourné pour en finir avec cette fatalité française. Voilà. C'est tellement vrai que le revoquer aujourd'hui, le projet sera pas seulement pour les riches, mais les classes moyennes. Et les autres, on ne sait pas. Des dispositions qui vont favoriser le pouvoir d'achat. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a 10 milliards d'euros. Peut-être pas la hausse de la TVA, par exemple, un impôt très injuste, que ça fera l'objet peut-être d'un prochain débat. Sauf que si on baisse les cotisations salariales et patronales, salariales comme il le propose, c'est intéressant. Merci Hervé Novelli, merci Nadège Abou-Mangoli, merci Gaëtan Dussaucé, merci Jean-Baptiste Lemoyne. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, on va plus loin. Édition spéciale autour de Sonia Mabrouk et de ses invités. Très bonne soirée à tous et à demain.